J'avais lu une petite enquête sur ces aspirateurs automatiques qui montrait, assez récente, hein, qui montrait que globalement ceux qui en possédaient, déjà il faut avoir des espaces qui le permettent, Oui. avaient en général une femme de ménage. Alors bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Lundi Soir, une émission que l'on fait maintenant depuis quelques semaines, quelques mois, dans laquelle on essaie de discuter des problèmes de notre temps, à partir d'ouvrages ou à partir, en tout cas, du point de vue de personnes qui peuvent nous aider finalement à penser ce qui est en train de nous arriver. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir plusieurs auteurs, 3 auteurs. Le premier, c'est Gilles Barthelin et Manuel Charpie, autour d'un livre qui s'appelle « L'étrange et folle aventure du grille-pain, de la machine à coudre et des gens qui s'en servent ». Donc, livre passionnant qui va montrer précisément ce que dans cette histoire en fait de ces objets, comment ça vient travailler nos subjectivités, notre rapport au monde, etc. Et puis un deuxième livre tout à fait en relation avec ce premier, de Jeanne Guin, Le consumérisme à travers ces objets, où là aussi on a une histoire alors de plusieurs objets, surtout des objets jetables, gobelets, vitrines, mouchoirs, smartphones et déodorants. Et donc, dans ces 2 livres, dont on est certain que vous allez pouvoir dialoguer les uns avec les autres, on va commencer peut-être par vous, Jeanne Guin, si vous pouvez restituer un peu votre projet, quelle était l'idée initiale, et qu'est-ce que vous avez voulu montrer finalement à travers ce livre. L'idée, elle m'est venue quand j'étais en train de faire ma thèse, en fait. Je travaillais sur l'obsolescence. Et comme c'était une thèse de philo, c'était plutôt avec une optique analyse de notions, histoire d'un concept, comment la notion d'obsolescence n'est pas du tout quelque chose de caché et de très récent, mais au contraire quelque chose qui a été conceptualisé, pensé, promu par des économistes, des industriels, des publicitaires, à travers toute l'histoire du capitalisme. Et dans cette approche par les notions, au bout d'un moment, je me suis trouvée un peu coincée, et c'est ma directrice de thèse, Bernadette Binceau de Vincent, qui m'a suggéré cette idée de choisir un objet et de suivre l'objet. Et c'est comme ça que j'ai suivi les gobelets jetables, puisque pour moi, les produits jetables sont une grande partie de l'histoire de l'obsolescence. Et ça m'a beaucoup aidée, en fait. Et de suivre un objet, c'était beaucoup plus concret. Bon, ça permettait, en fait, d'ouvrir plus de champs qu'en suivant une histoire d'une notion. Et donc, c'est suite à ces travaux de thèse, une fois que j'ai pu finir ma thèse et que j'ai voulu écrire un livre, que j'ai poursuivi cette approche. Alors si on prend l'histoire du gobelet justement, qui a été un peu la logique initiale, alors tu parles énormément en fait des principes hygiéniques qui ont contribué à l'avènement du gobelet. Est-ce que tu peux refaire pas l'histoire dans ce détail du gobelet, mais redire un petit peu, resituer finalement comment il est apparu, dans quel contexte Alors, il est apparu dans le contexte d'un mouvement hygiéniste ou à la fois étatique et médical, qui était de contestation d'une technique qui était répandue à l'époque. Donc aux États-Unis, il y avait donc des fontaines publiques, des fontaines à eau, qui étaient équipées de tasses communes. Donc il y avait une petite chaînette à la fontaine et un gobelet en fer blanc, ou en métal en tout cas, dans lequel tout le monde pouvait boire. Et donc on se passait la tasse puisqu'elle restait accrochée à la fontaine. Donc avec la découverte de la microbiologie à la fin du 19e siècle, rapidement, au début du 20e, on s'est rendu compte que ces objets étaient dangereux. Et il y a eu une mobilisation scientifique contre ces fontaines. Mais il faut distinguer donc une mobilisation scientifique qui déclare qu'un objet est dangereux, et ensuite une proposition industrielle qui est de remplacer ces tasses par certains produits, en l'occurrence les gobelets jetables. Donc c'est en quelque sorte, donc au début des années 1910, qu'un industriel s'est lancé dans la production de gobelets jetables et surtout a repris ce discours hygiéniste, a financé des brochures étatiques contre les tasses communes pour présenter le gobelet jetable comme la seule alternative possible, saine, sécurisante, aux tasses communes, comme la seule manière de boire de manière protégée dans l'espace public. Donc c'est pour ça que je distingue les deux, parce que évidemment il n'y a jamais une alternative technique à une technique existante. Il y a de multiples alternatives, et évidemment si le gobelet l'a emporté, c'est pas parce que c'était le sens du progrès ou la seule manière de survivre et de boire dehors de façon saine, mais c'est en tout cas ce qu'a présenté la publicité pour le gobelet. Et il y a tout un discours hygiéniste qui s'est mis en place dans un premier temps, mais là où on voit que ce discours est finalement assez contingent, c'est que par la suite, quand les industriels du gobelet sont devenus plus nombreux et qu'il a fallu conquérir de nouveaux marchés, c'est-à-dire d'autres marchés que le marché de la mobilité, le marché de ce qu'on appelle la consommation de nomade, boire dehors, boire quand on est en déplacement, en voyage, il a fallu conquérir de nouveaux marchés, donc le marché domestique, le marché professionnel. Dans ce cas-là, ils se sont mis à avoir de nouveaux discours.
Donc par exemple, quand il a fallu conquérir le marché de la restauration, notamment de la restauration rapide, les industriels sont mis à mettre l'accent sur le caractère économique d'un gobelet, puisque pour un restaurateur ou pour un vendeur de boissons, donner du jetable, c'est ne pas payer 2 personnes qui vont travailler à la plonge, 2 personnes qui vont travailler au service, qui vont travailler au rangement de la vaisselle. Donc, à chaque marché, son argumentaire publicitaire. Et l'argumentaire hygiéniste n'est qu'un de ces aspects du discours publicitaire. Alors, un peu dans le même ordre d'idée, Gilles Barthelin et Emmanuelle Charpie, alors vous faites là aussi quand même une histoire de tous ces objets qui environnent notamment nos cuisines, notre espace domestique plus largement. Est-ce que vous pouvez aussi peut-être repréciser un peu ce que vous avez voulu faire, quelle était votre intention de départ ? Alors sur la naissance de ce livre et de ce projet, ça part d'abord d'un échec mien. J'avais eu la commande d'écrire un chapitre d'un très gros ouvrage qui s'appelle Une histoire mondiale des techniques, qui va bientôt sortir. Et donc j'avais accepté de faire l'histoire mondiale des techniques domestiques, puisque voilà, par ailleurs je travaille sur ces questions-là depuis quelques temps. Et en fait, en gros, ça m'a semblé finalement impossible à faire, puisqu'on avait c'était un petit chapitre. Et il me semblait, pour que ce soit pertinent, qu'il fallait aussi faire l'histoire des techniques sur le continent africain, en Amérique latine, les comparer, voir les circulations, etc. C'est-à-dire pas faire une histoire de la diffusion des techniques européennes dans le monde, mais faire un vrai... Et en fait, voilà, en 30 000 signes, j'ai calé, on va dire ça comme ça. Et donc la suite, c'est Gilles. Donc manifestement, il a dit qu'effectivement, il faisait un refus d'obstacle aux éditeurs principaux. Et puis un jour, j'ai eu un message en disant « Est-ce que vous voudriez faire un chapitre sur les objets techniques quotidiens dans cette histoire mondiale du 19e au 21e siècle ?» Oui, j'ai oublié de préciser, oui, 18e, 21e. Ah, oui. Alors je dis oui, oui et non. Enfin, je suis a priori pas compétent, mais par contre... je pourrais m'associer avec quelqu'un, donc j'écris à Manuel, qui me révèle en fait que c'est parce qu'il a échoué que moi on m'a écrit, très indirectement d'ailleurs, pas du tout par rapport à mes travaux liés aux objets ou aux images, puisque je suis historien du Moyen-Âge initialement, et finalement en se mettant en cheville, on s'est dit que c'était jouable, alors on a encore moins écrit que les 30 000 signes respectivement, et très rapidement, comme c'est un ouvrage en anglais, je m'occupe de la revue Technique et Culture et on s'est associé, un éditeur premier parallèle a voulu créer une collection qui s'appelle Carnet Parallèle, et donc avec la revue Technique et Culture, et à ce moment-là je me suis dit peut-être qu'on pourrait écrire, avancer de manière un peu plus cohérente sur ces grandes questions, en effet reprendre les questions de globalisation, de mondialisation, les questions de genre, les rapports ville-campagne, enfin des choses qui ne peuvent pas être surmontées en 30 000 signes. Et très rapidement, au mois de mai, on s'est mis à écrire. On a même dû présenter le livre avant son existence. Et donc en juin, on l'a écrit, en juillet, on l'a corrigé, en août, il est imprimé, et en septembre, il est paru. Voilà, au détriment évidemment de nos projets de longue haleine, mais ça arrive souvent. Voilà. Donc c'est un livre impromptu, mais avec énormément de choses qu'on voulait dire. Oui, puis avec l'idée on s'est concentré effectivement sur l'espace domestique, parce que finalement, quand on parle des techniques au quotidien, ça peut on peut y compris interroger les réseaux, il y a plein de choses à relire depuis le quotidien. Là, on s'est effectivement plutôt concentré sur l'espace domestique au sens assez large. On parle assez peu, par exemple, de l'espace du travail, qui est évidemment un lieu central sur l'histoire des techniques. Donc là, c'est vraiment le quotidien, l'ordinaire, les machines, enfin les appareils les plus communs, et de se demander, comme l'a déjà indiqué Jeanne, ce que ça permet de questionner dans l'ordre du quotidien, dans nos rapports aux choses, mais aussi les rapports entre personnes, le rapport au temps, et puis effectivement, tu l'as dit au début, le rapport à la subjectivité. Enfin voilà, essayer de relire un peu toutes ces questions par en pensant ces appareils comme des espèces de nœuds dans nos relations sociales. Parce qu'il faut peut-être ajouter que de manière générale, la technique est abordée du point de vue de l'innovation. Ouais. Évidemment, nous, on voulait l'aborder du point de vue des usages.
Et on voit même que les innovations parfois se font dans l'espace domestique, la transformation des objets, même le développement de l'électricité. Les maisons sont électrifiées avec des piles et des condensateurs bien avant, ou un peu avant, le déploiement du réseau électrique dans les très grandes villes. Donc ça nous permettait de faire d'opérer cette bascule dont tout le monde plaide l'intérêt sur des questions de techniques créoles, de bricolage, de reprise en main des techniques par les gens et pas simplement les innovations et les grands inventeurs. Et puis effectivement ce décalage, ce passage d'une histoire technique qui raconte les inventions successives, les améliorations en général, ou même leurs critiques, mais là en se plaçant du côté du quotidien, c'est effectivement y compris les non-usages, y compris pour les ratés, y compris pour qu'on conserve des appareils qui nous servent jamais. Enfin voilà, c'est essayer de prendre vraiment toutes ces temporalités-là en compte. Et alors peut-être avant de rentrer dans toutes ces notions déjà que vous avez abordées, on se demandait, peut-être notamment Jeanne, comment vous avez fait des choix, les uns et les autres, d'objets. Alors Jeanne, en plus, toi tu en choisis, on a parlé des gobelets, mais il y a les vitrines qui ont un rôle un petit peu différent, mouchoirs, smartphones et déodorants, donc dans ces mondes engorgés, saturés d'objets. Toi, comment tu as élu ces objets? Et vous, il y en a beaucoup plus, mais peut-être quand même qu'il y a des principes qui ont guidé vos choix. Oui, bien sûr. Alors moi, je voulais parler du consumérisme, je voulais parler de l'histoire du consumérisme, donc j'ai choisi des objets qui chacun me permettaient d'éclairer un de ces aspects. Donc le gobelet, mouchoir, ça va être la jetabilité, ça va être cette histoire de l'hygiène, de l'argumentaire de l'hygiène qui dissimule en fait des argumentaires publicitaires beaucoup plus variés. Pour les vitrines, ça va être l'histoire de l'apparition des magasins. Pour le smartphone, alors le smartphone c'est un peu particulier parce que c'est un objet qui est tellement massivement utilisé aujourd'hui, tellement polluant, tellement socialement problématique que j'avais envie d'en parler parce que je trouve que c'est un objet sur lequel on se pose des questions et c'était plutôt urgent à mon sens. Et sur le déodorant, ça me permettait d'aborder plutôt la question du rapport au corps, de la manière dont les femmes sont censées cibler par la publicité, la question du caractère genré des techniques aujourd'hui. Donc c'était chacun me permettait d'éclairer un aspect du consumérisme, mais évidemment j'aurais pu en choisir d'autres et j'ai envie d'en choisir d'autres encore. C'est des enquêtes qui peuvent aborder d'autres objets. Il faut se donner une limite à un moment. Peut-être sur le choix des objets, de ces appareils, on a essayé à la fois de temps en temps de restituer l'histoire d'un appareil, de ses transformations, de ses appropriations. Et puis aussi d'essayer de penser des systèmes, c'est-à-dire pas toujours des appareils isolés, mais penser que souvent c'est des ensembles d'appareils qui font un peu la trame du quotidien. Donc on a essayé de naviguer comme ça entre plusieurs appareils. On a évidemment pas évoqué tous les appareils domestiques, puisqu'en fait c'est énorme. Faites l'exercice de compter chez vous le nombre d'appareils électroniques, mécaniques, électriques. Vous parlez d'une centaine, je crois, non ? On est autour de 100 en fait, 100, oui. Mais vraiment même dans un petit appartement parisien, on est autour d'une centaine. On parle pas de tout, mais on a essayé comme ça à la fois de faire des focus et puis de penser des ensembles d'objets. Plus autour du coup de problématiques, de questions, que en étant sur les objets. En fait, c'est deux manières narratives différentes, mais pour à peu près le même. Mais de toute façon, focus. Je suis d'accord qu'un objet vient jamais seul en fait. Une technique, elle est dans un réseau. Elle est dans un système, et si vous suivez un objet, c'est pour ça qu'on dit plutôt suivre un objet, parce qu'en fait si vous le suivez, il vous amène effectivement à avoir des relations sociales, donc à ces relations sujet-objet, les relations entre les êtres humains, les rapports de domination, les rapports d'organisation, etc. Donc suivre un objet, c'est arriver aux relations sociales humaines, mais c'est aussi arriver à plein d'autres objets. Si vous faites l'histoire du gobelet, vous faites l'histoire de l'alimentation, une certaine partie de l'histoire de l'alimentation, notamment l'émergence du fast-food, l'importance de la consommation nomade, l'importance des rapports entre travail et alimentation. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous amène à balayer tout un aspect des rapports sociaux et des activités sociales. Évidemment, un objet ne vient jamais seul. Une des lignes alors dans le cas de Jeanne, tu viens placer un objet qui sur le mode de la controverse vient révéler en fait un certain nombre de circuits et de valeurs. Là on a pris quand même un certain nombre de principes pour essayer de mettre en intrigue les objets. Par exemple la question de la magie, ou disons de l'escamotage de la technique. On se rend compte que depuis
depuis l'électrification d'un certain nombre d'objets, donc depuis la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, et alors c'est pour ça qu'on commence sur la question du grille-pain, il y a vraiment une disparition de la technique, une opacité de la technique qui fait qu'aujourd'hui on en est dans une situation où c'est la magie du bouton pressoir, mais quand il y a un problème à l'appareil, ces objets sont aussi très embarrassants puisqu'ils ont été fermés, ce sont devenus des boîtes noires, on ne sait pas comment elles fonctionnent, mais on peut les utiliser, qui est d'une certaine façon une définition de la magie. Donc l'avantage qu'a donné ces objets prêts à l'usage, dont on ne doit pas connaître le mécanisme pour pouvoir les utiliser très correctement, évidemment le prix à payer, c'est qu'il y a une forme de dépossession, et aujourd'hui on sait le nombre de types de reprises en main pour essayer de retrouver une forme de souveraineté technique. Et pour cette question à la fois de l'escamotage, on en fait l'histoire, comment initialement les grille-pains sont des résistances ouvertes au milieu de la table, etc., avec des prises dans le plancher. Bon. Et puis peu à peu, ces objets deviennent comme incréés, ils sont chromés, donc ils ont un effet de reflet, il n'y a pas de joint, il n'y a pas de couture, enfin ces objets tombent du ciel. Et dans une discussion antérieure, Jeanne avait tout à fait raison de dire que non seulement cette magie, elle s'observe à l'échelle des usages, mais avant, il n'y a pas d'origine à ces objets. On va au magasin, on les achète, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qui les a fait, ou très difficilement, les différents composés, et puis après on ne sait pas non plus ce qu'ils viennent. On les met à la poubelle, ils sont vaguement recyclés, mais on sait à quel point le monde est malheureusement suffisamment vaste pour nous empêcher, pour oblitérer, pour nous empêcher de prendre conscience que ces objets ont une vie avant et ces objets ont une vie après. Donc il y a toute la chaîne de la production à la consommation en passant par les usages est fondée sur une forme d'opération magique dont on paye évidemment le prix, à la fois pour la production, puisque les conditions de travail sont celles qu'on connaît, et puis pour la question des déchets qu'observe Jeanne. Oui, d'ailleurs, sur cette question de l'opacité des objets, il y a le design, vous évoquez donc le design de ces objets qui les rend opaques, complètement mystérieux, et donc qui nous rend complètement dépendants de ces objets techniques et incapables de les réparer ou de les comprendre. Il y a aussi évidemment la jetabilité, puisqu'un produit jetable se définit par l'impossibilité de l'entretenir. Il y a des produits jetables qui se définissent par l'usage unique, mais beaucoup sont utilisés plusieurs fois en fait. En réalité, ce qui les définit, c'est que si vous essayez de les entretenir, de les laver, de les réparer, en fait, vous les cassez. Si vous mettez un gobelet jetable à la machine à laver, au bout d'un moment, il va fondre en fait, et il va se déformer et vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc là aussi, la jetabilité, c'est la même histoire. C'est l'incapacité d'entretenir, de réparer, de conserver ces objets et de se les approprier par l'usage ou par l'entretien. Donc c'est la même histoire en fait, qui renvoie à ce que Marx appelait le fétichisme de la marchandise, pour l'amont de l'objet, le fait qu'on ne sache pas comment il est produit, ou qu'en tout cas ça n'apparaisse pas dans l'objet lui-même ou dans son lieu de vente, etc. Et puis ce qu'on peut appeler aussi le fétichisme du déchet, c'est le fait qu'on ne sache pas où partent les objets, qu'on croit qu'ils disparaissent, qu'ils sont éliminés, alors qu'en réalité, on sait très bien que même si on les brûle, il y a des processus chimiques qui font que la matière reste là et qu'elle revient vers nous d'une certaine manière, que ce soit quand elle revient sur les plages ou quand elle revient sous forme de fumée à travers les incinérateurs. Justement, c'est une question un petit peu délicate, ou en tout cas un peu difficile, mais parce que c'est peut-être mettre en rapport aussi sur une histoire du capitalisme. Et on voit bien, en tout cas, très clairement que au départ, on a une accumulation d'objets, ou en tout cas une proposition invraisemblable d'objets qui viennent environner notre quotidien, etc. Et puis progressivement, on sature un petit peu le marché, quoi. Donc c'est là où intervient aussi l'obsolescence programmée, qui fait qu'on assure un renouvellement quasi systématique de la consommation. Et là, on en est peut-être dans un stade qui est encore supérieur, où on ne sait plus véritablement à la fois quelles marchandises proposer, au point qu'on en arrive à proposer des salières électriques pour pouvoir mettre du sel sur nos plats, enfin des objets en fait qui n'ont pas vraiment de sens en tout cas, et qui est-ce que l'histoire de ces objets, ou en tout cas ces objets qui sont aujourd'hui proposés, indiquerait peut-être aussi une certaine étape du capitalisme qui ne sait plus du tout quoi valoriser, qui serait un peu à bout de souffle, quoi, qui finalement au fond serait dans une situation où va se déporter en fait sur des choses tout à fait différentes, comme les données, etc. Ou comme comment vous pensez en fait aussi ces structures un petit peu socio-économiques, et en particulier le capitalisme dans l'histoire de ces objets? Il y a une histoire ce récit-là que vous suggérez, en fait, il existe, et il existe aussi dans le discours justement des publicitaires. C'est-à-dire qu'au début du XXe siècle aux États-Unis, il y a un certain nombre de publicitaires qui promeuvent l'obsolescence
à travers ce récit, c'est-à-dire en disant il y a eu un âge productiviste, le 18e siècle, le 19e siècle, on a construit des machines, on a pu produire en très très grande quantité pour satisfaire un certain nombre de besoins, et là on en est au stade où en fait on produit en trop grande quantité, et donc on va se retrouver face à la menace de la surproduction, de la crise de surproduction, c'est-à-dire qu'on ne saura plus vendre ce qu'on a produit. Et là quand je parle de ça, on est dans les années 20, donc ça fait déjà un siècle, les années 1920. Et donc il y a beaucoup de publicitaires, mais aussi de designers, aussi d'économistes qui prennent la parole en disant la solution, c'est l'obsolescence, c'est-à-dire c'est de créer des objets à courte durée de vie pour que le marché se renouvelle de lui-même. Donc ça, c'est un récit qu'on entend souvent, mais il vient pas que de la critique, c'est ça que je voulais dire. Oui. C'est quelque chose qui a été promu par les publicitaires eux-mêmes, par les designers, etc., pour dire que c'était la solution pour renouveler le marché régulièrement et continuer à produire toujours autant, voire plus. Et là-dessus, après, il y a eu la crise des années 1930, et qui a été prise comme une confirmation, en fait, de cette théorie. Regardez, on fait face à des crises de surproduction. Donc la solution, c'est pas de produire moins, c'est de consommer plus. Voilà comment a été interprété ce moment-là. Et tout au long du XXe siècle, on retrouve une promotion de l'obsolescence avec ce récit historique-là. Sur le caractère un peu absurde des objets qui peuvent nous être proposés, en plus on arrive à Noël, vous avez tous vu des magazines qui vous proposent des idées cadeaux, ça veut dire qu'on a du mal à savoir quoi acheter quand même. Ça fait un moment quand même qu'il y a des objets aux fonctionnalités déroutantes ou à une espèce d'hyper spécialisation et une segmentation. Ça, moi, j'ai le sentiment que c'est quand même, dès le 19e siècle en place, cette idée qu'il faut, pour chaque geste, pour chaque besoin, chaque fonction, proposer des objets. Et donc, on serait, à mon sens, dans une sorte de rejeu. Il faut aussi penser qu'il y a une dynamique sociale dans tout ça, dans toutes ces consommations, assez traditionnelle à mon avis, donc je ne suis pas sûr qu'on soit au bout d'un souffle, je ne suis pas pour l'instant, mais... voilà, on prend l'exemple du grille-pain. Il y a des grille-pains, vous le savez, à moins de 10 €. Ça laisse imaginer le mode de production, la situation de production. Mais vous avez aussi des grille-pains à plus de 500 €, signés par des grandes maisons de mode, etc. Donc il y a aussi toute cette dynamique sociale de manière de monter en gamme. Je pense que tout le monde le pratique avec les téléphones, avec d'autres, mais c'est vrai, voilà, sur tout un tas d'objets. Donc il y a aussi cette dynamique sociale qui est, j'allais dire, presque indépendante des situations de production, qui maintient aussi quand même ce goût. Et ça, je ne suis pas sûr que ce soit qu'on soit dans un autre temps, en tout cas. J'aurais tendance à penser que vous êtes optimiste. Parce que dans la relativement longue durée, on voit qu'un des principes, c'est l'addition, et qui amène effectivement à l'accumulation. Mais avant de parler d'accumulation, on peut parler d'addition des techniques, parfois pour faire la même chose. Pour faire du café, à la maison, on aura 3, 4, 5 façons de faire du café. Mais aussi, lors de ce grand moment de la modernisation tout de suite après-guerre, en tout cas pour l'Europe, dans les années 50, la question de la campagne est très importante parce qu'évidemment c'est le lieu où des scientifiques, des universitaires, des enseignants comme nous, vont dans les campagnes, en Lozère ou dans le Finistère, pour observer le choc de ce qu'on appelle alors la modernisation. Et on voit à quel point c'est compliqué parce que non seulement les gens, comme ils se sentent un petit peu observés ou folklorisés, ils ont tendance à archaïser leur mode de vie, donc ils lâchent les animaux dans la maison, ils cachent le frigidaire, mais en plus on voit bien que les objets peuvent coexister, c'est-à-dire que ça les historiens ou tous ceux qui vont justement sur le terrain, ils le voient bien, la coexistence du fourneau à bois avec le gaz, et c'est simplement qu'il faut comprendre que les usages sont différents. Si on dit qu'on a tendance à avoir du mal ou on observerait un blocage psychologique dans l'appropriation du lave-linge ou de la gazinière, c'est simplement parce que ça va très très vite, ça chauffe très vite. Or, le travail, il est au champ, il est à l'étable, et donc du coup, il vaut mieux faire mijoter un plat toute la journée. Et c'est la même chose avec le fer à repasser. Quand vous êtes en hiver, c'est facile d'avoir le fer chaud et de l'utiliser, c'est pas la peine, même si on a aussi le fer électrique qu'on va utiliser par exemple pour les vêtements qui seraient plus clairs, parce qu'on sait que ça va pas charbonner, donc on n'aura pas de crasse. Et donc il y a un certain nombre d'objets qui
s'additionnent, mais pour de bonnes raisons. Et puis il y a des objets qui s'additionnent pour des mauvaises raisons. Et la monofonctionnalité excessive d'un objet, je sais pas, la machine à raclette, tous ces objets qu'on utilise en plus une fois par an et qui sont monumentaux au sens littéral du terme, évidemment c'est un problème. Je crois malheureusement pas qu'on soit au bout des systèmes, notamment pour l'obsolescence, parce que c'est un terme qui est très complexe, ça recouvre plein de choses. On pourrait dire que la mode elle-même, le système de la mode, c'est un système d'obsolescence de type psychologique. Je parlais de dynamique sociale. Oui, ça s'applique aux vêtements, mais en fait ça s'applique aussi aux bagnoles, enfin absolument tout. Au téléphone justement, et puis l'obsolescence technique, par exemple, la non-interopérabilité des instruments fait que parfois ils sont choisis, enfin ils sont volontaires, ou la production d'un objet où il y aurait une pièce dite de fatigue, qui, effectivement, si cette pièce casse, eh bien c'est fini parce qu'on ne peut pas ouvrir l'objet. Toutes ces choses-là font que, non seulement on doit, comme dit Jeanne, on pousse depuis les années 20, les années 30 à plus consommer, mais à faire moins durer les objets. C'est ça, c'est de faire que la consommation soit plus importante, mais beaucoup plus rapide, courte. Et il y a une contradiction en fait entre les objets qui sont produits et le discours qui va derrière, parce que toute cette période du XXe siècle, c'est aussi une période où le discours du progrès est très présent. C'est pas le début du discours du progrès, il est plus ancien, mais dans la consommation. Et cette idée que les objets se remplacent les uns les autres, c'est typiquement un discours progressiste. Et ce discours est tenu par les personnes qui vendent justement des objets hyper spécialisés à obsolescence rapide, qui en fait sont pas du tout capables de substituer les anciens objets et qui viennent finalement au contraire s'additionner avec ces objets, puisqu'ils sont tellement spécialisés, tellement fragiles, qu'en fait il vaut mieux en avoir plusieurs. Et en fait, les personnes qui tiennent le discours du remplacement des objets et du progrès sont ceux qui vous vendent ces objets qui viennent en fait s'additionner, s'accumuler parce qu'ils sont trop spécialisés. Donc il y a une vraie contradiction entre les objets eux-mêmes qui sont vendus et le discours qui les accompagne en général. Et puis la saturation sécrète aussi son propre marché. Vous parlez de ces débarrasseurs ou des encombreurs. Ouais. Finalement, on a aussi la saturation et de l'attention et des maisons et elles-mêmes. Oui, parce qu'on est aussi dans un... Et là, pareil, au moins depuis les années 50, dans une logique où on peut acheter des objets, tu parlais de magie, mais des objets fétiches dont finalement on n'a pas l'usage. On s'arrête par exemple sur les vélos d'appartement. Vous avez tous vu dans les rues, sur les trottoirs, des vélos d'appartement qui traînent. Et on le sait bien, c'est-à-dire qu'il y a un achat de cet objet avec une sorte de projet personnel et de réponse à une injonction sociale. Et puis qui ne trouvent pas leur usage, et le vélo se retrouve sur le trottoir. Donc il y a aussi tous ces objets qui sont, où le fait d'acheter laisse penser qu'on se change, qu'on se transforme, et qui vont venir s'accumuler. Donc il y a effectivement, ce que je veux dire par là, c'est que l'empilement des appareils joue aussi sur plusieurs registres. Il y a des usages, il y a des usages multiples, comme tu l'as dit, qui peuvent coexister même selon les saisons, selon les moments, les âges de la vie. Et puis il y a des objets qui sont des trophées, il y a des objets qui sont des vœux, il y a des objets qui sont des... Voilà. Et que dans un sens, on est environné comme ça de tout un tas d'appareils qui ont des statuts très différents. Il y a des choses qui nous servent tous les jours, des choses qui nous servent une fois par an, il y a des choses qui nous serviront jamais. Vous en avez... On en a tous chez nous. Et donc, il faut penser tout cet ensemble. Et évidemment, la question de la publicité est un bon lieu d'observation. Et on a essayé constamment de faire l'aller-retour entre le discours publicitaire et les pratiques et les usages qui sont évidemment jamais concordants. Et heureusement. Et voilà, et qui explique aussi cet encombrement toujours rejoué. Et ça renvoie aussi à un autre usage qui est apparu au XXe siècle aussi, c'est que je documente en étudiant les vitrines. En fait, c'est l'apparition du shopping comme activité qui a une fin en elle-même, comme activité de loisir, comme plaisir, etc. Et il y a beaucoup d'objets qui sont achetés pour le plaisir d'être achetés, en fait. Parce que l'achat est devenu une pratique socialement valorisée et que c'est un passe-temps, une manière de se sociabiliser, etc. Et les femmes ont été les premières cibles de ce genre de propositions sociales, de passer moins de temps à faire des corvées ménagères en achetant des produits. Donc en fait, comme si les courses n'étaient pas une corvée ménagère. Alors bien sûr que si c'est une corvée ménagère, mais on présente ça comme un plaisir, comme une détente, comme une manière de sociabiliser, de sortir, etc. Et donc cette transformation de l'achat en pratique de loisir renforce évidemment le fait qu'on achète des objets qui n'ont pas d'intérêt en eux-mêmes, mais seulement parce que acheter, c'est bien.
Et le rapport à la femme, il est présent quand même vraiment dans vos deux livres, parce que vous, du côté de l'espace domestique, on voit aussi comment justement, à la fois c'est censé, donc bien sûr, tout ce discours de libération de la femme, de libération du temps, qui est immédiatement utilisé à d'autres objets. Alors, tu parles du shopping, parler aussi bien de l'entretien de son corps, avec cette espèce de transfert, une réification des corps finalement. C'est une lecture quand même, cette lecture genrée, là, elle traverse vos livres. Ouais. Oui, c'est très central dès qu'on s'arrête sur l'espace domestique, avec effectivement cette promesse, vous savez, c'est un slogan de Moulinex des années 50, Moulinex libère la femme. Et effectivement, il y a tout de suite le discours qui va avec, Jeanne vient de l'évoquer, et puis il est aussi effectivement sur... en fait, vous allez enfin pouvoir mieux vous occuper de vos enfants et mieux vous occuper de votre mari, le surprendre avec des petits plats surprenants, etc. Bon, vous voyez l'idée. Et on s'est intéressé aussi à tous ces objets, ces appareils qui vont occuper le temps des femmes. Ça nous a semblé tout à fait important. Vous savez qu'il y a une grande inquiétude dès le 19e siècle sur ce temps libre des femmes. Vous avez tous lu Madame Bovary. Et donc on va meubler, et notamment la machine à coudre, par exemple, sert très vite à occuper le temps. Et puis tous les loisirs créatifs, en fait, qui sont des sortes qui nécessitent tout un tas d'appareils. Alors, on n'a pas tout développé parce qu'on a essayé de faire un livre assez ramassé, mais voilà, il y a la machine à coudre, il y a tous les outils de pyrogravure, enfin, il y a tout un tas de techniques comme ça qui vont être là pour occuper le temps en tenant loin les mauvaises pensées. Donc, c'est tout à fait central. Et puis, il y a évidemment après... alors, on dit quand même qu'une partie des corvées très physiques sont effectivement allégées par les machines à laver, par les machines à coudre, par les machines à laver la vaisselle, etc. Mais il n'empêche, on a essayé de s'arrêter des fois très précisément sur un objet, sur quelques années, presque sur des petits moments charnières. Je pense à la machine à laver le linge. Au moment où la machine à laver le linge se répand, où donc normalement, aujourd'hui c'est ce qu'on fait, on met du linge et puis on lance le programme. Là on voit que pendant 25 ans quand même, il faut rester à côté de sa machine à laver. C'est-à-dire que les femmes effectivement n'ont plus le besoin de la force physique pour battre le linge, et c'est déjà très bien. Mais par contre, alors qu'on maîtrise les programmateurs, on fait des programmateurs qu'il faut soi-même avancer à la main. Donc en fait, c'est l'idée qu'une femme, une bonne ménagère est assignée à son linge, est assignée à ses machines. Le chapitre s'appelle « Les cordons du social ». On l'a pris au sens aussi vraiment comment on est attaché à ces objets. Et donc, certains ont peut-être souvenir de leur grand-mère étant à côté de leur machine à laver, vidant, nettoyant, vidangeant. Donc c'est pour dire que quand les machines arrivent, il faut voir après comment, dans le détail, les choses fonctionnent. Et évidemment, la question du genre est tout à fait importante. Et elle est importante aussi du côté de l'apprentissage de ces techniques. On s'est arrêté un peu sur comment on transmet aux enfants. Parce qu'on s'est posé la question bêtement, c'est comment on sait utiliser ces centaines d'appareils autour de nous. Et en fait, ça s'apprend. On ne sait pas naturellement les utiliser. Donc il y a évidemment l'imitation, le fait de regarder des adultes s'en servir, mais on a aussi des dispositifs dès le 19e siècle, mais qui rejoignent la question du shopping, où on apprend aux petites filles à se servir de petites machines à coudre, et puis aux garçons, pour aller vite, de trains électriques. Vous voyez, il y a l'idée, en gros, le garçon, on lui apprend les techniques industrielles et à conquérir le monde, et puis la petite fille à coudre. Et c'est vraiment une malédiction, une succession de malédictions, parce qu'à l'apparition des appareils de type aspirateur dans la seconde moitié du 19e siècle, ce sont les domestiques, mais essentiellement des domestiques féminins qui s'en emparent. Ensuite, les appareils vont servir à occuper le temps libre de la femme, jusqu'au moment où on lui donne en fait un second travail, où là, les objets ménagers sont censés lui libérer du temps, mais pour lui faire à la fois un travail à la maison et un travail en dehors de la maison comme l'homme. Donc on a en quelque sorte 3 moments où à chaque fois les objets techniques ont quand même pas le très beau rôle. Et ils sont en effet produits, alors pas toujours démontrés, mais produits essentiellement par des hommes. Et quand il s'agit, Manuel évoquait les apprentissages, le VRP, le représentant de commerce, c'est un homme, parce que c'est lui qui sait montrer les techniques, les développer, etc. L'ensemble des manuels pour faire des publicités, par exemple dans les années 1910, vous avez des manuels
qui vous expliquent comment faire une publicité. Ils sont effectivement écrits essentiellement par des hommes, où on dit il faut quand même montrer l'usage, comment ça fonctionne, parce qu'en effet, il s'agit de plaire essentiellement et de faire comprendre rapidement à non seulement aux maris, mais aux femmes, l'usage qu'elles vont en avoir. C'est là qu'on voit l'intérêt en fait de regarder l'histoire des techniques vraiment en réseau, quoi. Vraiment, une machine, elle fonctionne jamais seule, elle va fonctionner avec d'autres objets, elle va fonctionner aussi avec l'interaction des êtres humains. Et aussi, quand un objet apparaît, en fait, il y a plein d'injonctions sociales qui se mettent à accompagner cet objet. Et donc, Manuel citait la publicité Moulinex libère la femme. Si on regarde cette publicité dans le détail, il y a une partie où la publicité montre des appareils culinaires, des robots, etc. Donc, Moulinex libère la femme. Et une autre partie de la publicité qui est plus rarement montrée, où on voit une femme avec des appareils de salle de bain pour s'occuper de ses cheveux, pour s'occuper de ses ongles, etc. Donc, l'injonction est très claire. C'est vous gagnez du temps à la cuisine pour en prendre plus à la salle de bain. Donc, vous passez de votre fonction de productrice domestique à votre fonction sexuelle. C'est très clair, en fait. Donc, il n'y a pas du tout une question de donner du temps pour que chacun s'autodétermine à qu'est-ce que je vais faire de ce temps. Il y a gagner du temps, enfin, faire profiter du temps à la cuisine ou profiter du temps à la salle de bain pour vendre, en fait. Il est toujours question de rentabiliser ce temps-là d'un point de vue commercial, en fait. Et donc, moi, je te suis. Non, je te suis tout à fait. Après, on a essayé aussi d'être attentif au moment où voilà, il y a un discours publicitaire, industriel, et puis il y a des résistances, il y a des manières de faire avec un peu différemment. Si on pense sur la question du corps tu parlais de la dimension sexuelle, on s'est arrêté un peu sur la naissance et la diffusion des vibromasseurs, qui au début sont pas censés vraiment servir à ça, et puis sont détournés. Mais voilà, on a essayé de voir aussi les moments où, heureusement, les acteurs ont de la liberté de l'invention des déplacements. Ça n'empêche pas du tout tout ce que tu dis et ce qu'on essaye de dire aussi sur la domination et les rapports de force. Mais voir aussi les moments où ça tremble un peu, où ça fonctionne pas exactement comme prévu. On s'est arrêté aussi, Gilles parlait des campagnes, on a essayé aussi de suivre parfois des techniques dans leur diffusion mondiale et notamment coloniale, en situation coloniale. Et on a pris un exemple, on s'est arrêté sur la diffusion des montres, des horloges, enfin tous les systèmes de mesure du temps. Et il y a tout un discours, on s'est arrêté notamment là sur le Congo, mais tout un discours où les observateurs européens raillent le fait que les Congolais portent de très belles montres, mais toujours cassées. Et on fait l'hypothèse étayée que c'est peut-être pas du tout parce qu'ils n'ont pas compris comment fonctionnait une montre ou qu'ils ne savent pas les réparer, que c'est peut-être simplement le fait de choisir dans l'objet un aspect, c'est-à-dire l'aspect de prestige, objet de prestige, et qui mettent de côté l'imposition du temps européen, puisque c'est une partie de l'histoire coloniale, c'est quand même ça, le fait d'imposer une manière de mesurer le temps. Donc voilà, on essaye aussi de voir les moments comme ça où les objets peuvent être un peu détournés, bricolés, travaillés, braconnés, pour reprendre les termes de Michel de Certeau. Et donc aujourd'hui, maintenant, c'est alors justement, je vais dire à peu près le contraire de ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une forme d'interdépendance des objets, sur le coup, avec notamment tous les objets connectés, et qui promettent, sur le coup, un renouvellement assez radical de nos... Enfin, pas seulement d'ailleurs de nos espaces domestiques, mais de façon générale, de nos rapports aux objets. Est-ce que déjà, vous en parlez un petit peu, on parle de la montre connectée, alors c'est surtout pour essayer de montrer aussi comment ça vient travailler notre corps, l'attention à soi, la capacité qu'on a à mesurer à peu près toute chose, que ce soit notre qualité de sommeil, le nombre de calories qu'on a perdu dans la journée, le nombre de pas qu'on a fait dans la journée, etc. Ça permet peut-être de se demander en fait ce que ça indique sur le type de subjectivité. En lisant ces techniques-là, on voit bien que ça accompagne ou ça contribue à former les deux, une certaine subjectivité, tu le dis très clairement aussi avec le gobelet, en parlant de subjectivité nomade. Comment vous qualifieriez Pour les objets connectés ? Ouais. Alors, pas seulement pour les objets connectés, mais ce que ça vous a permis aussi de montrer en fait sur la subjectivité moderne, donc dans la promesse d'une mesure complète de soi et d'un contrôle de soi, il y a évidemment toute l'idéologie individualiste du rapport au corps efficace, du rapport au corps maîtrisé, qui ne vieillit pas, qui est en parfaite santé, etc.
Mais ça, c'est la promesse publicitaire d'un contrôle à la fois diététique, à la fois sportif, à la fois sanitaire, à la fois esthétique de soi. Mais ça, c'est la promesse publicitaire. Et je pense qu'il faut vraiment les mettre à distance, c'est-à-dire que faire une histoire de la publicité, c'est toujours très intéressant parce que c'est un discours dans l'espace public qui a une influence sur les gens en tant que discours. Mais ça ne veut pas dire, et c'est pas ce que je voulais dire tout à l'heure, qu'il fait faire exactement aux gens ce qui est promis. C'est un discours, et donc ça crée de l'idéologie, ça crée de l'imaginaire, ça crée pas forcément des actions. Mais l'idéologie et l'imaginaire ont leur importance. Et moi, cette histoire d'objets connectés, je reste très prudente avec, parce que chaque fois qu'on parle des techniques, on va dire « Ah oui, demain, les objets connectés, c'est l'avenir, c'est le futur, c'est ça, la prochaine révolution ». Bon, alors le genre de discours où quand j'entends ça, moi, j'écoute plus, ou en tout cas, je deviens très prudente, parce que c'est typiquement un discours de promesse publicitaire. Et à ce que je sache, les objets connectés, pour l'instant, ça marche pas trop. Moi, je trouve que c'est plutôt un exemple, enfin un futur exemple potentiel de ces objets monumentaux qui ont une fonction avant tout culturelle, qui est de véhiculer des promesses, qui est de conforter un certain imaginaire. Ça appartient à une économie aussi, c'est conforter l'imaginaire progressiste en vertu duquel en vertu duquel des grandes figures de l'industrie des technologies de la communication drainent des finances, sont financés, drainent des investissements. C'est en fonction de ces promesses qu'ils apparaissent crédibles, que leur projet d'aller sur Mars, de faire des voitures 100% propres, fonctionne, et c'est comme ça qu'ils drainent des investisseurs, qu'ils drainent des actionnaires et des gens qui vont financer leur projet. C'est simplement ça leur économie. Ça ne veut pas dire que ces objets-là vont exister, et ça ne veut pas dire que s'ils existent, s'ils sont mis sur le marché, ils vont retrouver un vrai succès dans les usages. Donc je pense que c'est plutôt un exemple de ces futurs objets qui auront existé de manière surtout monumentale et surtout prestigieuse. Et pour réinscrire la question des objets connectés, c'est-à-dire qui ont un rapport avec notre physiologie ou avec notre apparence, ou même la définition de soi, en fait les techniques sont totalement empreintes du problème de la subjectivation. Imaginez que vous soyez le premier dans la rue à bénéficier de l'électricité et de pouvoir offrir une journée plus longue. Évidemment, les voisins vont venir chez vous. Évidemment, la sociabilité en est bouleversée. Vous êtes transformé par une seule ampoule. Avoir l'eau courante, pouvoir se chauffer, avoir de la lumière, tout ça, ça bouleverse. Alors, ça a été bien étudié, pas pour l'électricité bien sûr, mais au XVIIIe siècle, sur le fait que le confort même, c'est-à-dire le passage d'une société où certains peuvent se permettre le luxe, mais le luxe est toujours rude, même si, au confort. Et le confort, c'est autre chose, c'est une autre forme de luxe, qui est peut-être plus démocratique. Eh bien là, il y a pour moi quelque chose de la définition de soi, évidemment toujours à travers les autres, qui est très important. Et c'est des techniques toutes simples. C'est l'adduction d'eau, c'est le fait d'être le premier à avoir tel objet. Et puis en fait, ça va se répandre comme une traînée de poudre parce qu'il faut évidemment soit de s'aligner, etc. Et c'est pour ça que dans certains villages, on voit en quelques années une diffusion très très grande d'objets comme le fer à repasser justement. Parce que le VRP y passe et puis un tel là, moi aussi je veux l'avoir, etc. Donc on voit bien que tous ces objets-là, tout à l'heure on parlait des fonctions de distinction, de prestige, ça rejoint la diffusion même, elle n'a pas nécessairement... ne répond pas nécessairement à un besoin. On a ça pour le parapluie, on a plein d'objets qui en fait existent par comportement grégaire, je dirais. Et après, sur la question de la subjectivité, il y a deux autres aspects qu'on a essayé d'aborder. Il y a le fait que les appareils sont des invitations, des injonctions aussi. C'est-à-dire que on pense souvent que l'objet répond à un besoin, mais c'est souvent l'inverse. C'est-à-dire que l'objet oblige, invite. On parle d'orthopédie des objets. L'outil crée l'usage souvent. Voilà. Le fait qu'on ait quelque chose incite à l'utiliser. Et on donnait sur la subjectivité un exemple très rapidement, mais il faut se rappeler par exemple que les premiers gramophones, on pouvait donc les acheter avec de la musique à écouter, mais toujours étaient livrés avec des rouleaux de cire vierge, et c'est dit, vraiment, la publicité est sur ça, et on le vend sur ça, sur l'idée qu'on va pouvoir s'enregistrer, qu'on va pouvoir enregistrer les premiers sons de bébé, et c'est dit comme ça, et le dernier souffle de pépé, en gros. Mais vous voyez ce que ça veut dire en termes de subjectivité, de construction de son histoire, de sa manière de se placer dans l'histoire familiale, etc. Donc vous voyez, il y a des objets comme ça qui invitent.
Et puis oui, on aurait pu, la photo, voilà, on pourrait dire exactement la même chose sur la photographie, bien sûr, c'est vrai. Et puis l'autre aspect de la subjectivité qui nous paraissait intéressant, c'est comment c'est pas qu'un épanouissement la subjectivité, c'est aussi une violence sociale. Ça peut l'être en tout cas, et on a travaillé par exemple sur les domestiques et la manière dont on éloigne grâce à la technique les domestiques. Les premiers systèmes électriques en fait, de communication dans les appartements et les immeubles sont liés à cet éloignement du domestique, parce que je fais court, mais dans la bourgeoisie, on veut à la fois toujours avoir des domestiques et on veut en même temps qu'ils soient beaucoup moins présents dans l'intimité, dans la sphère intime. Donc on va les reléguer dans les offices et on va les commander à l'aide de sonnettes électriques et puis de sémaphores assez délirants et assez drôles, mais système de tableaux, vous voyez, où va s'afficher monsieur vous appelle au salon. Enfin, donc il y a tout un système de communication assez rigolo, des systèmes électriques assez drôles, mais au final c'est quand même l'idée d'éloigner ces corps, de les réduire au silence, ce qui est quand même pas rien, pour pouvoir soi-même épanouir sa subjectivité. Donc c'est pour dire que l'épanouissement d'une subjectivité souvent s'accompagne aussi peut s'accompagner de l'écrasement d'autres subjectivités, et que voilà, pareil, tout ça, comme le disait Jeanne tout à l'heure, tout ça s'organise en sorte de structure sociale, de système social qui englobe ces objets. Et si je peux rajouter une dernière façon de penser la question de la subjectivité, les objets aussi ont besoin de se subjectiviser, c'est-à-dire d'être mis en culture, parce que l'un des points qu'on avait mis en évidence, c'est on se focalise sur les usages plutôt que les innovations, mais quand on s'intéresse aux usages, on voit que le discours général, c'est de dire les techniques bouleversent le quotidien, nous imposent des choses, nous assignent, nous enjoignent à, etc. Et en réalité, on voit que dans l'appropriation des techniques, demande souvent que ces techniques elles-mêmes changent. Alors évidemment, on a cet escamotage, cette disparition de la technique avec des carrosseries, etc., qui emprunte à un design qui existe déjà dans des objets non techniques, mais en réalité, c'est quasiment toujours la même règle. L'objet, il va marcher très très bien dès lors qu'on lui donne une forme déjà en usage. Par exemple, alors c'est pas des attitudes très très anciennes, hein. Il y a une attitude ancienne, par exemple l'ascenseur, au départ ça ressemble, Manuel a écrit là-dessus, ça ressemble à une chaise à porteur, en gros, c'est tout à fait ouvragé. Mais aujourd'hui, on peut prendre l'exemple de la lampe LED. Si on regarde les courbes de marché, ça explose véritablement dès lors qu'on imite le bulbe, enfin l'ampoule à incandescence de type Edison. Et à ce moment-là, vous avez une technologie qui est vraiment de pointe, mise dans une apparence ancienne et tout à fait... Alors, on a accumulé comme ça un certain nombre de moments où les techniques disparaissent, ou s'accommodent, ou sont dans l'espace domestique un petit peu transformés. Le meuble télé, les douilles imitant le cierge avec des gouttes de cire, et puis vous avez l'ampoule en forme de flamme, enfin, ou les fausses bûches en amiante dans les chauffages au gaz. Enfin, on peut vraiment accumuler les exemples où on voit qu'en fait, c'est la technique qui subit autant que nous subissons la technique. Mais quand même, dans tous ces aspects un peu vintage, rétro, enfin, vous parlez aussi de ces distinctions, c'est vrai que c'est un habillage où on voit qu'il y a une dimension de familiarité qui est recherchée, mais il y a quand même des temps, et même si aussi, on s'ajoute à ça ce que vous disiez, bien sûr, sur tous les usages finalement qui ne se font pas ou qui sont éventuellement détournés, il y a quand même, on a le sentiment qu'il y a quand même des tendances lourdes, enfin que ça pose quand même des tendances lourdes, notamment dans la privatisation. Bon, par exemple, la question du foyer qui de toute façon effectivement se referme, et que cette massification des objets qui entrent dans le foyer et qui sont aussi des extérieurs qui permettent, en tout cas des objets qui permettent d'avoir une extériorité à l'intérieur, et donc aussi de sortir, avec Internet, etc. Disons, ces sortes de vitrines du monde est un peu biface. Il y a quand même ce mouvement de privatisation, de confinement, pour reprendre ce terme, qui se fait avec ces objets. Cette tendance lourde en termes de subjectivité, elle est oui. là.
tout cet appareillage, mais aussi pour des questions commerciales, privatise tout un tas d'activités qui pouvaient être des activités partagées. Enfin, ça, vous l'avez toutes et tous en tête. On prend toujours l'exemple du lavoir, mais en fait, on peut en trouver plein d'autres. Des espaces où on pouvait partager des activités et qui, du coup, étaient très socialisées, qui se privatisent. C'est très clair dans les années 50, on l'aborde un peu, pour revenir à la question des femmes. Il y a aussi la création d'un espèce d'espace solitaire de la femme chez elle. On l'a, je crois pas qu'on l'ait développé, je sais plus si on l'a mis, mais enfin c'est quand même aussi le moment où on développe tout un tas d'antidépresseurs pour les femmes, quand même, à partir des années 50. Il y a une solitude qui se crée par là, effectivement, tout un tas de relations, à tous les niveaux. Et puis tu le disais, on l'a tous en tête, mais il y a plein d'endroits dans les campagnes où on pouvait partager, même quand les machines arrivent, elles sont partagées, elles sont collectivisées. Et la tendance est plutôt vers une tendance à la privatisation véritable. Il y a peu d'endroits, même s'il y a des tentatives aujourd'hui, mais où on remet en collectif, je sais pas, des machines à laver, des aspirateurs, des choses qui peuvent tout à fait se collectiviser. C'est quand même pas la tendance. C'est défendu dans une perspective écologiste. On prend l'exemple de la Suisse où dans chaque immeuble il y a une machine à laver et elle est utilisée par tous les habitants de l'immeuble. Et le fait qu'elle soit c'est des machines industrielles, il y a des personnes affectées à leur entretien qui sont des personnes compétentes, capables de les entretenir. Donc en fait, c'est beaucoup moins lourd d'un point de vue environnemental d'avoir cet objet partagé. Et je partage cette analyse sur la privatisation et j'ai envie de dire, elle se crée même à l'intérieur du foyer. C'est-à-dire que l'idée qu'il faut une chambre pour chaque enfant et que l'enfant il va avoir sa télé dans sa chambre et qu'il faut un téléphone pour chaque personne et un ordinateur pour chaque personne parce que, vous comprenez, c'est mieux. En fait, c'est exactement la même logique. Voire un appareil, voire un ordinateur pour le loisir, un ordinateur pour le travail. En fait, on peut aller très très loin dans cette voie-là. Et c'est effectivement une des voies du consumérisme, d'hyper spécialiser les objets et d'hyper individualiser les consommateurs pour leur vendre plus. Parce que chaque consommateur doit être équipé à tel point qu'on va avoir plusieurs bouilloires, plusieurs machines à café, plusieurs télés dans un même espace de vie. Et là, je pense que en parlant de la privatisation, évidemment, on ne peut pas ne pas évoquer tous les systèmes techniques qui mettent à distance la rue. Bien sûr. Les serrures, c'est un objet éminemment... Les interphones, les caméras de vidéosurveillance. Les sonnettes, et puis évidemment tous ces systèmes-là qui, encore une fois, qui, en voyant le nombre de brevets, il y a dans la seconde moitié du 19e siècle, il y a vraiment une efflorescence, une demande donc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une demande d'une séparation d'avec la rue. Et puis on a parlé de cette pré-domotique avec les tableaux pour les appels. Ça, c'est à l'intérieur de l'espace, il y a un cloisonnement aussi qui est très, très important. Mais il faut se rappeler, parce qu'on a une tendance à penser que la privatisation ou le fait que le foyer soit véritablement le refuge de la personne, etc., c'est, dit-on, une espèce d'aspiration bourgeoise qui aurait pris sa source au XVIe et XVIIe siècle avec la séparation de l'espace domestique, ce qui n'est plus seulement qui n'est plus l'espace aussi le lieu du travail. En fait, il faut faire très attention en se disant que c'est vraiment relativement récent. Ouais. Et d'ailleurs, un indicateur, c'est vraiment anecdotique, mais le mot interior, en latin et donc en anglais aussi, est utilisé évidemment pour le fort intérieur, pour l'âme, c'est l'intériorité. Et c'est seulement à partir des années 1800-1820 que c'est appliqué aux intérieurs domestiques. Donc la maison est une sorte de rue ouverte, comme dit Raymond Williams, très très longtemps durant l'Ancien Régime. Et l'espace privé, ça va être des espaces de retrait vers la chambre conjugale. C'est là aussi où on va davantage prier. Et donc, si vous voulez, le seuil, il n'est pas au niveau de la rue, il est à l'intérieur de la maison. Ce qui fait que ça bouleverse complètement le schéma. Le schéma domestique est bouleversé. La domesticité en est bouleversée. Et ça vaut aussi pour les espaces de travail. Est-ce que je peux intervenir ? En étudiant les vitrines, je me suis interrogée évidemment sur qu'est-ce qu'il y avait avant les vitrines. Et en fait, il y avait des espaces ouverts. Les artisans travaillaient en fait de façon visible sur la rue et la rue était un espace social parmi d'autres. Et là où l'histoire des vitrines est surprenante, c'est que
il y a une promesse de transparence absolue, au sens pas du tout métaphorique du terme, de transparence absolue de l'espace commercial vis-à-vis de la rue, mais en réalité, il y a une fermeture des espaces avec les vitrines. C'est pas du tout une ouverture. Et ce qu'on va rendre très très visible sur la rue, ça va plus être que des marchandises abstraites, c'est-à-dire dénuées de leur contexte de production, comme on disait tout à l'heure, puisqu'on va plus voir les personnes qui produisent ces vêtements, qui produisent ces mannequins, qui mettent en place la vitrine, donc ni les producteurs, ni les merchandiseurs, ni les vendeurs, on va simplement voir les marchandises. Donc en fait, cette promesse d'ouverture et de transparence, c'est aussi un discours qui est en contradiction totale avec la réalité des pratiques, qui est de fermeture des espaces commerciaux et de dissimulation progressive des gestes productifs et des gestes commerciaux. À part pour les employés de bureau, par exemple, de plus en plus on a pour les employés, et généralement d'ailleurs il y a dans les banques, dans les assurances, on met aussi des vitrines, mais on remarque que ces vitrines sont particulières parce qu'elles sont un peu teintées, il y a des espèces de petites rainures qui apparaissent où finalement on voit pas très bien, il va y avoir des pubs qui vont être mis dans la vitrine, donc en fait c'est pas vraiment des vitrines au sens où on voit pas très bien. À mon avis, ces vitrines elles témoignent là aussi d'une dimension un peu kitsch, c'est-à-dire que en fait la vitrine est devenue tellement importante dans l'espace public, elle est devenue tellement métonymique de l'espace commercial et de l'espace du travail qu'on en met, même si en fait on n'a pas du tout envie de montrer ce qu'il y a derrière, puisqu'on va avoir une personne à son bureau ou qu'on est dans un restaurant et que finalement on va voir les gens en train de manger. Donc on met des vitrines parce qu'il faut avoir des vitrines, c'est un commerce, mais en même temps on n'a rien à montrer, on n'a pas de marchandises à montrer, au contraire on a du travail à montrer et ça c'est problématique. Donc là c'est tout, il va y avoir des stratégies de design, de vitres teintées, de vitres floutées, de vitres avec des écrans. Et sur les vitrines, ce qu'on peut dire aussi, c'est que il y a tous les showrooms qui vont se développer à partir du second 19e siècle. On a essayé de prendre quelques exemples pour montrer comment on utilise les techniques et on va les mettre en scène dans des faux intérieurs, dans des faux espaces domestiques. Il y en a à peu près partout, des fausses salles de bain. Vous allez avoir des jeunes filles en tenue de caoutchouc qui vont montrer comment on utilise une douche, voilà. Ça, c'était du côté de Ménilmontant, notamment à Paris. Et puis, vous avez aussi des femmes qui sont mises dans les vitrines. Dans les années 20-30, on a reproduit quelques images, mais voilà, aux Galeries Lafayette, on a une femme qui repasse en vitrine et on vient la voir repasser. Et puis, vous avez une autre femme qui fait de l'aviron, une autre qui fait du vélo d'appartement. Enfin, donc, vous avez des femmes mises en vitrine. Pas du tout, effectivement, pour parler du travail, mais pour montrer les usages. Et puis avec cette idée, évidemment, d'une sorte de séduction, d'érotisation de la marchandise. Et je me disais aussi sur la question qu'évoquaient Gilles et Jeanne sur la séparation entre le monde du travail et l'espace domestique. Il y a un exemple très connu, mais qui est très parlant. C'est aussi la question, c'est par exemple la machine à coudre. Elle est privatisée et elle permet en même temps de faire rentrer le travail dans les intérieurs massivement. Faut pas l'oublier. Et au moment où arrivent les moteurs thermiques puis électriques pour les machines à coudre, on pense toujours que c'est le moment de la naissance des grandes usines de confection. C'est l'inverse. C'est-à-dire que, au contraire, on va pouvoir motoriser chez soi ces machines et travailler à domicile. C'est pour juste appuyer ce que disait Gilles. Il ne faut pas oublier que c'est social, cette possibilité d'avoir un espace à soi. Une chambre à soi, c'est pas pour tout le monde. Il y a quand même énormément, majoritairement, une grande majorité de la population qui continue à travailler chez soi, mais c'est une privatisation, dans le sens, c'est plus un espace ouvert et partagé, c'est un espace privatisé, mais où on travaille. Et qui n'est pas dédié à une économie domestique, contrairement à certaines aspirations. Et le télétravail rejoue sans doute une partie de ces choses-là, ça, c'est sûr. Si on revient sur les vitrines, c'est un chapitre que j'ai trouvé particulièrement passionnant dans ton livre. On pourrait dire que c'est peut-être les premiers, le début de l'histoire de ce qu'on pourrait appeler l'économie d'attention, où chacun va rivaliser en termes de lumière, etc. Alors encore à Paris, la dernière fois, je ne sais plus dans quel grand magasin, il y a même une annonce en disant la vitrine de Noël va être ouverte ce soir à 19h, etc. Donc encore un peu, c'était toujours cette mise en spectacle. Et en même temps, la vitrine aussi, c'est celle qui peut être la cible. La vitrine, elle se brise avec éclat, c'est un effondrement sur le coup bruyant et puis assez, en tout cas spectaculaire aussi, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce rapport à la vitrine, notamment parce qu'elle a été la cible? Oui, bien sûr. Il y a une histoire des vitrines qui est donc l'histoire de leur
de leur utilisation commerciale jusqu'à leur hégémonie quasi complète du fait que ce soit dans les commerces et même dans les endroits de travail. Et puis il y a une histoire politique de la vitrine comme cible de manifestation, ce qu'on appelle une technique de lutte. J'ai repris ce terme d'ailleurs qui venait de technique et culture. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte je me suis rendu compte à l'histoire qu'au fur et à mesure du XXe siècle, le fait de casser des vitrines devient un geste de manifestation de plus en plus récurrent. C'est assez marginal. Ça commence au XIXe siècle, ça se répand au début du XXe, et puis à partir de la seconde moitié du XXe siècle, on trouve ça absolument dans le monde entier en fait. Et il y a différentes... on peut proposer différentes interprétations de cette technique de lutte. J'ai essayé de les présenter toutes. Ça peut être une manière d'attirer l'attention sur une cause, une situation qui est dans l'ombre, et justement d'illuminer, d'éclairer, de rendre spectaculaire quelque chose qui n'est pas vu, qui n'est pas médiatisé. Ça peut être une attaque personnelle aussi, ça peut être attaquer la personne qui tient le magasin. Et ça peut être une attaque non personnelle, mais envers la personne morale. Donc là, ça va être quand c'est un magasin qui est tenu par une chaîne, par une marque, où il y a un logo aisément facilement reconnaissable. Et dans ce cas-là, la vitrine, comme espace de visibilité, elle est détournée, parce que justement, la vitrine, ça sert à mettre en valeur exactement ce que veut la marque, et notamment un logo. Et donc, finalement, c'est une cible facile. Parce qu'en attaquant le logo, vous attaquez l'industrie qu'il y a derrière, et vous l'attaquez avec fracas. Et évidemment, le fait que les médias prêtent autant d'attention aux vitrines ne fait que renforcer cet effet-là. Enfin, aux vitrines brisées ne fait que renforcer cet effet-là. Souvent, la vitrine brisée, c'est ce qui permet aux médias de dire « Ah, ben c'est plus une manifestation, c'est une émeute ». Il y a vraiment le critère de séparation, c'est souvent ça. C'est souvent de la casse, et notamment de la casse de vitrines, l'attaque de magasins, etc. Pour donner un exemple qui synthétise un certain nombre de questionnements qu'on a abordés, en quoi effectivement le domestique, le quotidien, les techniques, c'est des questions politiques. Et on a parlé des showrooms et des grands salons d'exposition. En 1959 se déroule l'exposition américaine à Moscou. Alors 1959, retenez bien, c'est quand même 2 ans juste après Spoutnik, qui est évidemment une très grande affaire géopolitique. Et Nixon, qui est alors vice-président, et Khrouchtchev déambulent dans les artères de cette grande exposition américaine. Et Nixon s'arrête délibérément devant la cuisine modèle américaine, où il y a une démonstratrice. Et il lui assène cet argument en disant « voilà la définition de la liberté, c'est que la femme a le choix de, dans un espace donné, choisir l'ensemble des objets qu'elle veut autour d'elle, mais en plus elle a la possibilité de choisir la marque. » Et en réalité, on se serait attendu dans ce type de grande démonstration de pouvoir à ce qu'on s'intéresse aux innovations industrielles, etc., même à la conquête de l'espace. Et là, on voit que c'est le quotidien qui est l'enjeu principal. Donc, c'est des régimes, c'est des modes de vie qui sont devenus le lieu même de la question politique. Pour ajouter sur les vitrines, il faut bien voir que aussi attaquer des vitrines, c'est pas seulement une attaque symbolique, au sens où on va juste porter un discours sur un logo, etc. Moi, ce qui m'avait intéressé là-dedans, c'était aussi qu'il y avait vraiment une attaque sur la marchandise, puisque des marchandises neuves qui sont cassées et qui perdent leur écrin de mise en valeur et qui sont dispersées, ça cesse d'être des marchandises qui ont un prix. Parce qu'on attaque vraiment le magasin dans son caractère séduisant. Et on attaque vraiment les marchandises dans leur caractère mis à prix et achetable. Puis en l'obligeant à se barricader avant ouais, aussi. C'est ça, on atteint leur orgueil. La preuve, c'est que, évidemment, quand il y a des grands mouvements sociaux qui durent, typiquement les Gilets jaunes, ils vont se barricader et donc ils vont cesser d'avoir des vitrines. Et là, il y a une victoire qui n'est pas que symbolique. Il y a vraiment retirer certains produits du marché. Ou en tout cas, les retirer de cette économie de l'attention qui leur donne une certaine valeur et qui les rend attractifs. Il y a carrément, il se soustrait du regard, quoi. Soustrait du regard et donc de cette économie de l'attention qui fait qu'une chose a d'autant plus de valeur qu'elle est regardée et a d'autant plus de valeur qu'elle est regardée par beaucoup de gens en même temps. Et maintenant, il y a aussi une esthétisation des barricades, enfin, la façon de se protéger. Là aussi, sur les Champs-Élysées, je ne sais plus quel grand
quelle grande enseigne, quel grand magasin a essayé de faire une espèce de un truc absolument incassable en acier, une espèce d'immense grillage en acier comme ça, qui est à la fois symbole un peu de la puissance, mais alors du coup la vitrine elle est vraiment encore derrière, enfin c'est-à-dire qu'il y a une espèce de surprotection, de surenchère dans cette visibilité, mais ils récupèrent ça, hein. Vous avez aussi des magasins de prêt-à-porter qui ont fait des faux graffitis sur leur vitrine. Pour attirer l'attention là aussi. À quand la vitrine faussement cassée? Moi je suis sûre que ça va arriver. J'espère que je suis pas en train de donner l'idée à quelques merchandisers en manque d'imagination, mais ça va sûrement arriver en fait. Oui, c'est déjà un élément spectaculaire. Tout est bon pour attirer l'œil, y compris ce qui est subversif, surtout ce qui est subversif. La récupération. Est-ce que tu peux me dire quelle heure il est, s'il te plaît? Parce que je sens que je suis grave en retard. Il est 11h27. Oh, je suis grave en retard. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière question à laquelle je peux répondre moi? Et après, je vous laisse terminer. Moi, j'en avais une. Ok. Désolé, est-ce qu'il faut que je gère plusieurs choses en même temps? Oui, donc là, dans vos livres respectifs, donc vous évoquez un peu ces objets de consommation, on voit bien. Alors, le cas de la vitrine, il est marrant parce qu'il est une espèce de double usage, à la fois ce que vous venez de dire, hein, donc à la fois exposer et à la fois se faire casser. Et je voulais savoir si vous aviez pensé ou étudié d'autres objets qui avaient généré le même type de double usage. Moi, je pense à deux trucs un petit peu étonnants. La première, qui n'a pas très bien marché, mais c'était les Google Glass. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand elles sont apparues, les premiers branchés qui, dans les bars de San Francisco, arrivaient avec leur Google Glass et qui donc potentiellement pouvaient enregistrer ce qu'ils voyaient, etc., s'était fait casser la gueule, en fait. Je ne sais pas si vous souvenez, ça avait fait un peu la une des journaux de la tech. Et donc il y a eu une espèce de rejet comme ça très très viscéral de ces Google Glass. Et l'autre objet auquel je pense et qui je trouve divise pas mal des catégories que vous avez données, c'est les trottinettes électriques à disposition dans la rue. Et c'est pareil. Sur les premières à être brûlées, oui. Aussi, il y avait une espèce de concours aux États-Unis avec des comptes Instagram vraiment très très drôles où les gens en fait postaient des centaines et des centaines de vidéos ou de photos de eux en train de soit jeter la trottinette du 15e étage d'un immeuble, soit de les jeter dans la flotte, etc. Et en fait, ça a produit une sorte de rage un peu sourde mêlée d'un aspect ludique contre ces trottinettes. Et je sais pas, surtout qu'on a tous vu au début des gens qui les défonçaient sur les trottoirs, etc. Et j'ai l'impression que c'est un objet vraiment particulier parce que c'est à la fois un objet de fluidification du capital humain, les gens vont se déplacer au travail. C'est à la fois elles étaient souvent agaçantes parce qu'elles étaient disposées un peu n'importe où dans la ville comme ça. Enfin, bref, en tout cas, c'est un objet qui à la fois a énormément marché et en même temps a généré un niveau de ressentiment à leur égard que je trouve relativement inédit. Donc je voulais savoir s'il y avait d'autres objets comme ça un peu... Oui, très souvent les objets, notamment pendant au début de leur apparition, suscitent des réactions ambivalentes et des réactions violentes. Par exemple, les gobelets jetables, quand ils sont apparus, ils n'ont pas du tout été perçus comme la solution pour boire de l'eau sans risquer les épidémies. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans des distributeurs, donc c'est genre d'objet énervant. Hein. Il faut l'accès à l'objet lui-même est compliqué. En plus, c'était payant, alors qu'avant c'était gratuit de boire à la fontaine. Donc en fait, il y en a plein qui ont été cassés dans les gares, etc. Un des premiers iPads vendus a été acheté pour être cassé devant les caméras aussi. Donc il y a comme pour les vitrines une dimension spectaculaire du bris d'objets pour reprendre l'expression de François Jarry, qui a fait un livre qui s'appelle sur les bris de machines, c'est-à-dire cette période où chaque fois qu'il y avait une introduction d'un objet mécanique dans les manufactures ou dans les systèmes de production, les ouvriers se mobilisaient pour les casser. Bon là c'est particulier parce que ces objets étaient accusés de leur enlever leur travail, puisque si une chaîne de production est automatisée, on va avoir besoin éventuellement de moins de travailleurs, ou en tout cas il va y avoir de nouvelles compétences qu'on va attendre des travailleurs qui ne sont pas celles des travailleurs actuels. Donc le fait de casser des objets et de le faire de manière spectaculaire a toujours été une manière de manifester, ou en tout cas d'exprimer son sentiment par rapport à la technique. Et c'est là que, évidemment, il est très clair que la technique est un fait social et un fait politique, parce que chaque nouvel objet, en perturbant les habitudes et l'organisation sociale,
forcément a des adversaires. Et il y a aussi, quand tu dis un aspect ludique, il y a aussi le fait que les objets sont souvent énervants, et surtout quand c'est des gadgets. Et les trottinettes électriques, ou les lunettes dont tu parlais, c'est typique de ces gadgets qui sont énervants parce qu'ils nous apparaissent comme redondants, comme source d'une accumulation dont on n'a pas besoin en fait. Les trottoirs sont suffisamment encombrés, le nombre de transports et la consommation électrique est suffisante en fait. Et donc ces objets sont énervants parce qu'ils jouent une énième fois ce mythe du remplacement alors qu'ils sont que des sources d'accumulation. Et qu'en plus, aujourd'hui, ils s'accompagnent de promesses ridicules. Pour les Google Glass, toujours le même mythe du progrès. Et pour les trottinettes électriques, le mythe de la consommation verte. Et ils sont d'autant plus énervants qu'ils rejouent toujours le même sketch de l'accumulation en prétendant être des moyens de remplacer, d'avancer, de décroître, etc. Donc c'est un agacement. Sur la trottinette, il y a quand même peut-être enfin, c'est pas seulement un objet qui se rajouterait, c'est quand même, j'ai l'impression, une espèce de refus justement du sujet qu'on nous demande d'être, c'est-à-dire sujet qui va vite, qui se faufile, qui est agile, etc. En même temps, ils sont utilisés, ces trottinettes. Donc, mais c'est vrai que c'était les premières aussi à être foutues au feu pendant les manifs. Parce que ça brûle bien. Mais c'est aussi, en fait, là, tu disais, elles sont un peu partout. En réalité, c'est aussi parce que c'est des objets qui ne sont pas dans un réseau humain. C'est des objets qui n'ont pas de personnes qui vous les prêtent, n'ont pas de personnes qui vous les récupèrent, qu'elles n'ont même pas de borne où elles doivent être posées. Donc en fait, elles sont dans un état qu'on appelle autonome, mais en réalité d'apparent désordre. Elles créent un état d'apparent désordre. Et c'est ça qui est gênant en fait, c'est ces objets dont personne ne prend soin. Enfin, moi personnellement, si je dois analyser subjectivement l'effet qu'elles me font, c'est que je les vois comme des objets abandonnés. Et de la même façon que si vous présentez des objets cassés à quelqu'un, il va pas les respecter en fait, des objets abîmés, des objets cassés. De la même façon, si vous présentez des objets dont personne ne prend soin et qui sont apparemment dispersés et abandonnés, les gens qui vont s'en servir n'auront pas envie d'en prendre soin. C'est une abondance paradoxale. Ouais. Après, les moments et les lieux où il y a réaction face à ces objets sont quand même toujours ça se fait toujours dans des espaces publics, partagés. C'est vrai qu'on n'a pas d'exemple de bris de machines domestiques, en fait. Il y a peu d'autodafé de machines à laver ou de... On a quand même quelques cas, puisqu'on s'est posé la question. On a suivi, par exemple, la machine à coudre, mais aussi parce que c'est un intermédiaire entre le travail et le domestique. Mais il y a toute une période dans les années 1860 où on rejette la machine à coudre en disant il y a un rejet social qui est ça coud moins bien qu'à la main dans la haute société. Il y a une inquiétude aussi pour les ouvrières, parce qu'on pense que ça peut devenir un objet d'onanisme, moyen d'onanisme, inquiétant, puisqu'on est sur un système à pédales. Et puis, ça peut après prendre des dimensions tout à fait politiques. Je pense au mouvement Swadeshi en Inde, où on va rejeter la machine à coudre en disant que c'est un objet colonial, un objet d'importation anglaise. Donc il faut, vous savez, dans tout ce mouvement... de rejet des biens importés anglais, se détacher de la machine à coudre. Et puis là, il y a des textes assez intéressants de Gandhi qui, même pas 10 ans après, dit non, finalement, la machine à coudre, oui, parce que ça permet de produire nous-mêmes à domicile des choses, et du coup, on reprend de la souveraineté, de l'indépendance, etc. Mais donc, voilà, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a la pensée tout de suite que ces objets-là ont un sens politique. On se pose la question sur ces objets-là. Mais c'est vrai que dans l'espace domestique, les résistances sont beaucoup moins spectaculaires. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que, en fait, une des promesses de l'industrie du jetable, ça a été donc vous pourrez jeter et vous pourrez vous débarrasser de tout ce qui vous énerve dans votre intérieur. Et tous vos problèmes domestiques vont être résolus par le fait de jeter. Et la violence que certaines personnes mettent dans le fait de jeter, on surenchérit dans le geste, on déchire, on jette, on fait des paniers avec sa poubelle. En fait, ce plaisir qu'il y a à la destruction, il vient aussi de là. C'est-à-dire qu'il vient de cette promesse du plaisir qu'il va y avoir à tout débarrasser, tout foutre en l'air. Jeter, ça fait du bien, on va faire un peu du vide, etc. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a été une nouvelle proposition, en fait, dans le rapport à l'espace domestique. Entretenir, non, c'est pas prendre soin, c'est pas des gestes tatillons, c'est pas de la fatigue, c'est simple, on va tout foutre en l'air.
Et ce plaisir, de la violence envers les objets, il est aussi une des sources du succès du jetable. Parce qu'on dit souvent, ouais, la publicité, elle crée des désirs, elle incite au plaisir, mais elle incite aussi elle attache aux objets aussi en créant des peurs et aussi en suscitant de la violence. Et le plaisir qu'il peut y avoir à détruire les objets vient aussi de là. Il y a plein de choses, pour reprendre des tout petits exemples et qui sont significatifs, parce que c'est toujours un rapport social dans l'espace domestique, l'impossibilité que certaines personnes éprouvent à remonter l'horloge, par exemple au XIXe siècle, ou même si la clé, on a un témoignage de la comtesse de Pange en 1900, qui explique le type de comportement, y compris de sa grand-mère, l'impossibilité de prendre le téléphone, en tout cas si on l'utilise, c'est uniquement pour des vulgarités, enfin des choses tout à fait ordinaires, parce que s'il faut communiquer avec quelqu'un, eh bien on va faire l'attelage et on va aller porter une lettre, etc. Et la clé, même si la clé de l'horloge a remonté, on attend la personne qui doit s'en charger, ou la question des interrupteurs. Le rapport à l'électricité, on va préférer un cordon, on va inventer même des systèmes pour pas devoir allumer soi-même les bougies en faisant un système électrique qui allume des chandeliers. Enfin voilà, on est dans des délires, mais on a des brevets, donc qui montrent que ces objets, au moins potentiellement, ont été développés. Et alors la question du vide ou du jeté, en effet, tout à l'heure on évoquait le développement d'un certain nombre de sociétés. Alors il y a la partie ludique qui vous permet, vous payez, vous rentrez dans une pièce avec une masse et vous pouvez tout casser. Alors il y a des clubs dédiés à ça. Il n'y a pas que des haches qu'on peut lancer sur des mannequins. Il y a aussi des clubs où on vous donne une masse standard 4 kg et vous pouvez casser soit une cuisine, soit... mais il y a aussi le fait que plein de sociétés vous permettent, avec un suivi psychologique, de vous débarrasser de vos choses, de vous aider à trier. Enfin, on connaît l'émission sur Netflix de Marie Kondo, L'art du rangement en français, où elle vient, les couples sont au bord de la crise de nerfs, ils vont avoir un enfant, une jeune veuve est complètement bouleversée d'émotions à la seule ouverture de la garde-robe de son mari, mais il faut quand même trier, il faut quand même jeter des objets. On rentre dans un garage, il y a une accumulation, pas que de grille-pain, mais d'objets, de câbles. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'il faut les récupérer? Parce que ces objets, au fond, ils sont intraitables au sens littéral. On ne sait pas où les donner, on ne sait pas comment les traiter, donc ils restent, malgré le fait que globalement, les espaces domestiques deviennent plus grand, plus large, et dans les années 50-60, quand se développe le self-storage aux États-Unis, dans la Sun Belt, où en fait ce sont effectivement des maisons de plein pied, vous n'avez pas de cave, vous n'avez pas de grenier, c'est là qu'on permet aux gens, moyennant finance, et c'est très cher le mètre carré du self-storage, à Paris autant qu'aux États-Unis, où on permet de continuer à accumuler. On va faire une maison avec 3 garages, avec 2 caves, etc. Et donc on ne cesse de régler la solution. On trouve une solution par le problème. Et donc on ne s'en sort pas. Et en effet, jeter, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais c'est un des aspects du consumérisme que de vendre le poison et le remède. Oui. Et de vendre l'un pour vendre l'autre. Oui, parce qu'il y a toujours du désir, il y a toujours de la mémoire, il y a toujours du rapport social. Et il y a toujours de la peur. Il y a toujours de la peur aussi. De la peur. Et peut-être juste un aspect qu'on a rapidement évoqué. Je suis désolée, mais je vais devoir partir. Du coup, s'il y a une dernière question à laquelle je peux répondre moi, et j'y vais tout de suite. Moi j'ai une question sur l'aspect genré pour parler justement comme vous en avez parlé, les activités ménagères. Aujourd'hui on voit plein d'objets techniques qui sont en train d'arriver comme l'aspirateur par exemple qui aspire tout seul, etc. Mais dans le même temps il y a plein de publicités qui montrent par exemple des femmes s'occuper de machines à laver, etc. Et c'est très rarement des hommes. Donc, je me demande aujourd'hui quelles sont les tendances publicitaires, si c'est encore à la mode entre guillemets de genrer l'activité ménagère, en gros c'est une activité de femme, ou s'il y a un aspect dégenré justement, ou si c'est justement tendance et à la mode de dégenrer cette activité-là, en gros s'il y a encore des beaux jours devant l'activité ménagère féminine. Oui, là je peux répondre rapidement parce que j'ai travaillé avec l'association Résistance à l'agression publicitaire sur l'Observatoire de la publicité sexiste, donc une étude sur 1 an des publicités sexistes, et on observe le maintien, voire le renforcement des clichés les plus standards et les plus anciens ce qu'on appelle le publisexisme,
la sexualisation à outrance, l'association des femmes aux tâches ménagères, tout à fait, aux tâches domestiques en général, au travail du soin, et aussi la récupération des luttes féministes dans la publicité. Donc tous ces aspects qui sont centraux dans l'histoire du publisexisme sont toujours très présents, voire même renforcés grâce à de nouvelles technologies, de nouvelles techniques, par exemple le photoshopage des corps, les montages graphiques, etc. Donc oui, c'est toujours les mêmes vieux schémas qui nous sont ressortis et qui fonctionnent toujours très bien. Et toutes les enquêtes, on va dire, de terrain sur les tâches ménagères montrent que les choses évoluent doucement. Oui, très doucement. Et même les mouvements et les nouveaux modes de consommation, typiquement le zéro déchet, etc., sont massivement des mouvements de femmes. Ça aussi, c'est un coin sur lequel on peut l'observer. Quand on s'intéresse aux modes de consommation dits écologistes et aux associations, aux mouvements sociaux qui les portent dans l'espace domestique, typiquement le zéro déchet, on se rend compte que c'est des mouvements massivement féminins. Et du coup, quel peut être le récit autour de nouveaux objets comme justement l'aspirateur qui aspire tout seul Le récit, c'est-à-dire si on parle justement d'une tendance qui vient féminiser l'activité ménagère, et si on considère que c'est renforcé et que ça marche encore aujourd'hui, et ben en fait, il n'y a rien à raconter autour de... le fait qu'il marche tout seul. On revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça permet de proposer toujours ce même imaginaire d'une technique qui fonctionnerait toute seule. Mais en réalité, on sait très bien que même les techniques qui fonctionnent toutes seules doivent être surveillées, doivent être monitorées, doivent être entretenues, doivent être rangées. L'appareil, il ne se range pas tout seul. Il n'est pas au courant si chez vous, vous le mettez sous l'escalier ou dans le cafouche. Donc en fait ces objets-là, il faut les acheter, il faut les ranger, il faut les entretenir, il faut les allumer, il faut les éteindre, il faut les programmer, il faut avoir la charge mentale de se dire à quel moment je vais l'utiliser pendant que les enfants sont à l'école. Donc en fait il y a du travail derrière, mais c'est là aussi une grande tendance de la publicité que d'éliminer le travail, d'éliminer la vision et la représentation du travail qui sont derrière les objets techniques, que ce soit des techniques domestiques ou des techniques industrielles. Puis il y a des curseurs sociaux. J'avais lu une petite enquête sur ces aspirateurs automatiques qui montrait, assez récente, qui montrait que globalement ceux qui en possédaient, déjà il faut avoir des espaces qui le permettent, avaient en général une femme de ménage. Voilà. On a un problème de micro, donc si vous posez des questions, posez-les fortes, et comme ça on les entendra dans les autres micros. Tu veux y aller ? Je vous remercie, je suis vraiment désolée de vous quitter comme ça. Merci. Moi, justement, j'avais vu une publicité pour l'aspirateur automatique avec un bébé qui jouait dessus, un bébé qui était posé sur l'aspirateur, qui menait son parcours dans le salon. À la limite, ça libère la femme pour s'occuper de ses enfants. Je trouvais ça assez... Ou alors c'est l'aspirateur qui occupe l'enfant. C'est ça. C'est la même magie. Ça dans l'histoire des gobelets jetables aussi, c'est-à-dire que c'est ludique. Non seulement c'est pratique pour maman, mais c'est ludique pour les enfants. Regardez, les enfants ils sont trop contents, ils ont un gobelet avec des pois rouges. Donc en fait, non seulement c'est facile de les servir, mais en plus ils vont s'éclater avec cet objet-là. Et est-ce qu'on pense justement qu'on va s'enlever un peu de ce discours un peu sexiste dans les publicités pour atteindre l'homme, pour développer en fait ces produits, ces techniques chez l'homme davantage? Justement ce qu'on disait au début sur le capitalisme, peut-être ça arrive à sa fin parce qu'ils n'ont plus d'objets, ils arrivent à des solutions qui ne servent absolument à rien. Est-ce qu'il y a justement une possibilité pour faire durer un objet, c'est de changer sa cible, d'aller vers un homme et justement de défendre en fait tout ce conditionnement social avec les publicités genrées pour la femme? Ça pourrait être une... Donc, que ça puisse évoluer, ça, il n'y a pas de doute, mais est-ce que ça évoluera? Moi, je me garderais bien de... A priori, on pourrait se dire que ça fait une petite quarantaine d'années que ça aurait pu quand même se transformer, cet imaginaire-là. Et encore une fois, c'est pas évident. Donc, oui, après, il y a, selon les pays, selon les milieux sociaux, il y a des variations. Mais je me garderais bien de dire ce qui va arriver pour ça. Par exemple, je pense aux petits stylos pour les tâches, par exemple. Ça, par exemple, du coup, c'est
clairement un objet un peu genré pour la femme à l'origine, la lessive, qui se décline dans un objet pour l'homme, justement au bureau avec sa chemise blanche après le déj parce qu'il mange salement, il se lâche, il a son petit stylo qui sort, et justement on pourrait imaginer que peut-être qu'on va s'enlever de ce côté genré de la lessive en développant des produits pour l'homme qui puissent démocratiser un peu. Je pense à deux aspects. Quand des publicités s'adressent aux femmes pour des objets normalement dévolus aux hommes, ces objets changent. Le cas de la voiture est particulier. La voiture de l'homme, c'est pas la voiture de la femme. Donc en fait, c'est plus une adaptation de l'objet par rapport à sa cible qu'une adaptation de la publicité. Enfin, elle s'adapte évidemment. Donc il y a ça. C'est pas pour la même fonction, c'est pas le même objet, esthétiquement parlant, etc. Et puis moi j'ai quand même tendance, mais là je parle vraiment en roue libre, j'ai le sentiment qu'en effet, du fait des formes de décohabitation, des recompositions familiales ou du développement du célibat ou de la cohabitation entre différents garçons par exemple, à plusieurs, il y a, me semble-t-il, l'idée que la publicité quand même a essayé de montrer, et les objets se sont transformés pour que ce soit très très simple. Quand vous dites ce petit stylo là parce qu'il mange comme un cochon, mais les programmes sont très simples. Voilà, monsieur, vous n'avez jamais fait votre lessive parce que vous êtes passé de votre mère à votre femme. Maintenant, effectivement, vous êtes un homme sans votre mère et sans votre femme, mais on vous aide parce qu'il ne suffit que de pousser sur un bouton et on vous explique tout, mais très très facilement. J'ai quand même tendance à penser que non seulement les objets se sont transformés en allant dans ce sens, donc, et que les publicités par conséquent, peuvent s'adapter aussi aux hommes. Mais ça, c'est plutôt un propos théorique que fondé sur quelque chose que j'aurais observé empiriquement. Et pour l'aspirateur, il n'y a même plus rien à faire, quoi. Justement, quand ça devient une activité l'aspirateur, c'est partagée, aussi la tondeuse, enfin, c'est vraiment oui. Parallèlement. Oui, le rêve d'automatisation des tâches, et du coup, est une affaire quand même très ancienne. On l'a dit tout à l'heure, mais à chaque fois, se rejouent quand même les mêmes relations sociales. Et après, je pense qu'il faut quand même aussi faire attention, la publicité n'est qu'un témoin aussi, c'est pas elle qui fabrique les choses, c'est pas elle qui fabrique les comportements, elle y participe, mais c'est un aspect. Voilà, les publicitaires, vous le savez, les industriels viennent les voir et puis ils essayent de faire coïncider un imaginaire collectif avec un produit. Vous parliez du bébé tout à l'heure, ce bébé dit effectivement ça amuse l'enfant, ça dit aussi la chose n'est pas dangereuse, ça dit bébé pourra se traîner par terre parce qu'au moins il aura un sol propre, voilà, enfin... et donc ça répond à tout un tas de ce que disait Jeanne tout à l'heure, de peur, de questions, mais voilà, faire peut-être attention à ne pas penser que les publicités, enfin le changement ne viendra pas des publicitaires puisque ils sont là pour accompagner des produits. Et après, peut-être dernière chose sur la publicité, se dire aussi qu'elle est de plus en plus segmentée, la publicité quand même. Je pensais à ce que disait Gilles sur les colocations. Vous avez tout un tas de services qui sont proposés pour des urbains. On revient sur la question des lavomatiques, sur la question des femmes de ménage, sur qui sont proposés à des secteurs de la population aussi plus réduits. Enfin voilà, donc c'est aussi la publicité est une chose à plein d'étages, quoi. Un dernier ensemble de points qu'on voulait voir avec vous, qui apparaît assez clairement, c'est cette idée que on n'a pas l'intelligence de ces objets, quoi. On a relativement peu l'intelligence de ces objets, en tout cas. C'est-à-dire qu'on est encombré par toute une série d'objets qui deviennent nécessaires à notre vie quotidienne, et la plupart du temps, on ignore absolument leur fonctionnement. On dispose pas. Gunther Anders disait qu'on ne disposait pas des vertus de ces produits. Et en même temps, on voit aussi une tentative, alors difficile, de réappropriation de ces objets. Alors, c'est d'autant plus difficile quand le grille-pain est irréparable, quoi. Ça, on peut même pas l'ouvrir, quoi. Mais comment on analyse un petit peu ces tendances, ces mouvements de résistance qui visent précisément à essayer de reposséder ce dont on ne sait plus, c'est-à-dire l'intelligence de la machine, quoi. C'est une histoire assez ancienne qui accompagne en quelque sorte la fermeture des objets, le fait d'essayer d'y accéder. Mais peut-être ce qu'on peut dire en amont, on a essayé, d'ailleurs on ne l'a pas dit, mais d'illustrer le livre avec des images qui soient des images vraiment du quotidien, plutôt des photographies d'amateurs, justement plutôt que les publicités. Essayer de voir comment ça se passe. Et on a une image qui est assez ratée, assez peu lisible, mais à mon avis très parlante, enfin très significative, qui est un ouvrier qui est en train de réparer un truc, on ne sait pas trop quoi, dans son
dans son petit atelier. Donc on s'est intéressé à ça, à toutes ces pratiques de bricolage qui en fait ont été la norme pendant très longtemps, qui peuvent l'être encore dans certains espaces, voilà, dans des sociétés ou dans des groupes sociaux où on a besoin de réparer, et il y a ces pratiques-là. Et puis effectivement aussi le fait qu'il y ait des réparateurs. Alors il y a celle-ci, puis il y a un homme dans son atelier, je crois, je sais plus, j'espère qu'on l'a mise finalement. Mais voilà, le fait qu'on avait tout un réseau de réparation. Et en même temps, c'est ce qu'on a essayé de montrer, puis je laisserai Gilles pour la seconde partie du XXe siècle, mais c'est qu'au moment où on pense à la pièce standard, c'est-à-dire le fait qu'on puisse réparer des machines, se mettent en place des réseaux, on a pris l'exemple de Singer, mais des réseaux où en fait on vous promet, et c'est très tentant, un réseau à proximité qui va réparer à votre place. Donc c'est ça un peu l'ambiguïté, c'est que dès qu'on a mis en place des réseaux de réparation des appareils, on a dépossédé d'un savoir en même temps. Et puis la suite, et Gilles en parlera mieux que moi, mais c'est à partir des années 50-60, vous le savez, tout le mouvement anti-société de consommation, on évoque un peu les pratiques hippies par exemple, vont être sur le fait de revenir à des techniques simples. Mais c'est là où il y a une chose intéressante, c'est que souvent on est revenu, on a refusé ces objets incompréhensibles et irréparables en revenant à des techniques plus anciennes ou plus simples. Ce qui est peut-être nouveau, mais qui s'amorce dans les années 70, tu parleras mieux que moi des catalogues. C'est le fait de se confronter aux objets du quotidien. Vous voyez, ne pas refuser ces objets-là, ces appareils-là, mais essayer de construire un dialogue, on va dire, avec eux. Je pense au catalogue. Oui. Manuel évoque un catalogue qui s'appelle The Whole Earth Catalog, qui est développé par Stewart Brand. Et alors, ce biologiste américain, toujours vivant d'ailleurs, sortait d'une campagne de la NASA pour demander que la NASA publie les premières images de la Terre vue de l'espace. Évidemment, ça c'est une image très très communautaire, et dans le même mouvement, il fait ce catalogue qui consiste à dire qu'on va redonner aux gens, à travers un catalogue d'objets, d'adresses, de trucs, d'astuces, d'apprentissage de ce qu'est notamment l'électronique, parce que c'est le moment de l'électronique, pas simplement de l'électricité, mais de l'électronique, et c'est relativement compliqué, et donc d'avoir un marché parallèle pour pouvoir non seulement bricoler soi-même, enfin réparer soi-même, mais aussi pouvoir passer à côté du marché. Alors c'est évidemment, on pense au Repair Café, on pense aussi aux réparateurs de rue dans tout le monde qu'on dit le monde du Sud, etc. En réalité, on voit bien que même l'innovation, c'est pas simplement réparer, on voit que l'innovation peut partir du bas et même aboutir à des brevets d'innovation. Ce qui est important pour nous, c'est de retracer ce moment. Manuel l'a un peu évoqué à propos de la pièce de rechange. Dès lors qu'on vous donne la possibilité de mettre une pièce de rechange, de faire réparer, et évidemment l'histoire de la garantie, on vous garantit que vous allez pouvoir changer que vous allez être pris en charge, que l'objet va être pris en charge. En réalité, on vous dépossède déjà, en vous donnant cet avantage, on vous dépossède. Et en effet, aujourd'hui, c'est quoi bricoler ? C'est une activité qu'on fait pendant les vacances. C'est un loisir, c'est un passe-temps. Il y a des enseignes de bricolage. C'est pas des enseignes de réparation, c'est des enseignes de bricolage. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une transition. On fait plus que bricoler, on se met de plus en plus à réparer ou de faire soi-même, faire son mobilier, etc. Et en effet, à ce moment-là, on revient, on peut pas utiliser le plastique parce que c'est moulé, donc on va réutiliser du bois. On ne veut pas nécessairement utiliser de la visserie, donc on va réapprendre la menuiserie, etc. Donc il y a une reprise en main d'un certain nombre de techniques, mais qui passent par des techniques bizarrement anciennes. Combien de fois j'ai vu chez des amis ou des collègues qui sont intéressés par le do-it-yourself, des ouvrages en fait anciens de menuiserie, pas du tout, parce que l'industrialisation a fait que précisément il y a une déconnexion entre la production et l'usage. La production, on est incapable de produire industriellement un objet, donc forcément on va se reporter sur des manières de faire qui étaient au fond
des manières où on pouvait tout faire. Et alors, ce matin, j'ai eu une réunion il y a quelques jours avec Pierre Lemonnier, qui est un grand anthropologue des techniques, qui très longtemps a conduit la revue Technique et Culture. Et je me suis dit, si j'ai l'occasion, il faut que je vous lise ce qu'il disait comme ça à bâton rompu à propos des barouillas. Les barouillas, c'est une société qu'il a beaucoup étudiée en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et alors, de manière tout à fait incidente, j'ai recopié, donc je vais vous lire, parce qu'il dit, voilà, qu'est-ce qui nous distingue de ces barouillas ? Alors il dit, l'homme pense avec ses doigts. C'est une sorte de formule de Jean-Pierre Warnier. Mais c'est quoi la différence entre nous et les barouillas donc de Papouasie-Nouvelle-Guinée ? C'est qu'ils savent tout faire, tout. Je vais dans la forêt avec une herminette que j'ai fabriquée, je coupe un arbre, la pierre je l'ai obtenue en échangeant du sel que j'ai produit moi-même, les lianes je suis allé les chercher moi-même, je coupe l'arbre moi-même, je le débite moi-même et j'en fais moi-même un foyer, un mur ou que sais-je. Même tonneau du côté des dames. Bien, c'était oral, il nous parlait comme ça en réunion Zoom. Bien sûr, il y a des gens qui font mieux et qu'on va appeler une ébauche de spécialistes. Mais la culture matérielle, la différence entre eux et nous, c'est qu'ils savent tout faire tout le temps. Nous, on ne sait rien faire. On sait mettre la prise, on sait prendre le Coca-Cola dans les bouteilles. Ce n'est pas une immersion. La vie des gens n'est qu'immersion dans la culture matérielle pratiquée quotidiennement. Cela fait une différence fondamentale dans la façon dont on perçoit les actions matérielles. Ils ont tout dans la tête, ils ont tout dans les mains. Est-ce que quelqu'un a dit cela ? Quand et comment a lieu la rupture ? Pour cela, l'histoire de la spécialisation est fondamentale. Mais pour le genre de société dans lesquelles j'ai travaillé, dit Pierre Lemonnier, les gens savent tout faire et ils tirent tout du magasin des vivres primitifs, la forêt. Mais on voit du coup, c'est intéressant de voir l'écho que ça fait. Enfin, parce qu'on parlait des Repair Café, etc. Donc de ces phénomènes où effectivement, ces lieux où on essaie, ces tiers-lieux où on essaie de retrouver cette souveraineté technique, en revenant à des techniques plus anciennes par nécessité matérielle en fait. Mais on voit bien que c'est accompagné d'une réflexion. Vous citez, je crois, Crawford sur Éloge du carburateur, sur le travail manuel et ce que ça apporte. Je pense à La vie solide aussi de Lockman sur la charpente. Enfin, il y a ce regard-là. Et en même temps, quand tu lis ça, je pense aussi au survivalisme qui n'est pas qu'une question d'éco-anxiété ou panique, mais qui est aussi cette volonté de réautonomisation complète, de savoir tout faire dans la forêt, de s'imaginer en tout cas retrouver ça. Et en même temps qu'on retrouve ce sentiment, voilà, de cette nécessité de retrouver de l'expérience, du savoir-faire et de l'expérience, on se dit que c'est toujours la même chose, le capitalisme tardif et sa capacité de récupération est déjà là, et qu'on peut nous vendre le jugad, je sais pas comment ça se prononce, indien, cette bricole, cet art de la bricole, ou la méthode agile, enfin c'est toutes ces sous formes déjà d'innovation finalement, de détournement. En kit quoi. En kit, ouais. Oui, et après on le voit, toute cette pensée est aussi commercialisée sur un mode assez nostalgique, assez ou zen ou nostalgique. Réactionnaire même on peut dire, par pas mal de survivalistes, mais voilà, sur cette idée qu'avant on était beaucoup plus proche de la production, on savait tout faire, etc. Ce qui est quand même pas si vrai, en tout cas ça fait longtemps que c'est plus vrai. Et qu'en même temps, c'est aussi une pensée, c'est une pensée assez belle de se dire que s'il y a spécialisation, c'est aussi qu'il y a communauté, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de gens avec des gens qui ne vont pas tous faire les mêmes choses. Enfin voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est souvent pris sous un angle d'une pensée très individualiste, cette question de l'expérience personnelle, de contact avec la matière, etc. Moi, pour venir plutôt de là, faire de la charpente, c'est formidable, mais il faut être plusieurs. Il faut être plusieurs. Ça, c'est déjà... Et puis, ça reste un lieu de travail, de rapport de force aussi, de pénibilité physique. Enfin voilà, je pense qu'il faut faire attention. En tout cas, on le voit à pas trop romantiser, trop idéaliser ces pratiques-là, quoi. C'est pour ça que je te disais ce qui m'intéresse dans les Repair Café, mais aussi tous tous les forums en ligne, etc. C'est d'essayer de se coller aux objets d'aujourd'hui et au monde d'aujourd'hui, quoi. C'est quand même un mouvement globalement de la classe moyenne aisée. On n'est pas dans les situations dans l'entre-deux-guerres d'ateliers populaires dans les quartiers ouvriers où on essaye de collectiviser les outils, où il y a des gens qui sont aptes à aider l'ensemble de la communauté. Donc effectivement, il faut faire attention à ça. Très bien, parce que
Mais C'est des questions. peut-être des questions. Je dirais que. On peut lui passer le micro. Le micro, Il marche. Ah, il marche plus Très bien. Je disais que je trouvais ça extrêmement intéressant qu'il y ait au final un ordre de l'objet, un ordre avec une hiérarchisation des objets existants, avec aussi un ordre des usages liés à ces objets qui au final sont complètement pas du tout rattaché à la technique qui est utilisée pour s'en servir. Là, c'est ce qu'on vient de dire sur, en fait, on perd la technique de savoir faire des choses par soi-même, mais parce qu'il y a un ordre de domination un peu avec les objets, avec les techniques, qui nous enlève cette possibilité de pouvoir faire des choses soi-même. On est vraiment, il y a cet ordre qui nous enlève voilà, cette manière de faire pour qu'on soit vraiment aux dépens des personnes qui nous livrent par magie ces objets qui viennent apporter des solutions en enlevant en fait notre capacité de faire soi-même. Vous pouvez lâcher le mot, hein, c'est aliénation. Il y a une forme d'aliénation, en effet, c'est vraiment ce qui est, c'est pas du tout une addition à somme nulle. Parce que ce qui est pris n'est pas du tout récupéré. Oui, il y a une forme de, en effet, alors aliénation est très fort, mais on peut dire de dépossession. C'est pour ça qu'on redit des reprises en main. Et mais sur un mode de l'artisanat et pas de l'industriel. Ouais. Oui, c'est comme ce qu'on peut dire, c'est-à-dire que tous ces Repair Café, etc., en même temps, ça ne fait qu'accompagner les choses. On peut aussi les voir comme ça, hein, en se disant, l'enjeu, il est peut-être pas là, il est peut-être du côté de la production, de comment on travaille, comment on produit. Tu évoquais les grille-pains qu'on peut plus démonter. Essayer de démonter un grille-pain, vous le cassez aujourd'hui, c'est des systèmes de rivets plastiques. C'est lié tout simplement aussi au mode de production. En fait, ils s'en foutent un peu qu'on ouvre le grille-pain. Enfin, je pense pas que ce soit un enjeu aujourd'hui. Voilà, non, mais pour d'autres appareils, c'est un vrai enjeu. Voilà, vous savez qu'il y a une marque d'ordinateur qui interdit de l'ouvrir. Pas pour le grille-pain, c'est juste que le rivet plastique, ça va beaucoup plus vite qu'une vis, ça coûte moins cher, ça fait des opérations manuelles en moins. Donc c'est aussi je pense que la dépossession pour moi la plus radicale, c'est pas tant celle du rapport à la matière, etc. Je pense que c'est celle de l'occultation totale du travail et des formes de production, quand même. Et ce que vous dites, en fait, rejoint ce que Gilbert Simondon, dans les années 50, qui est lui-même un observateur du bouleversement de la société, il dit en effet, la première cause d'aliénation dans le monde contemporain, c'est pas la technique, c'est la méconnaissance de la machine. Mais cette méconnaissance de la machine, elle a été produite a priori pour satisfaire un usage, un confort, une facilité. Donc il y a vraiment quelque chose de très très paradoxal. On est pris au piège, on s'est tendu soi-même le piège dans lequel on est tombé. Je dis on parce que je ne suis pas du tout certain qu'il faille hiérarchiser. On est toujours d'une manière ou d'une autre à la place en bas, à la place au-dessus, à la place à côté, dans différentes activités au moment de sa propre vie.